Parfois, la vie vous pousse si bas que 100 € semble être votre dernière chance d'espérer. Pierre Duval connaissait bien ce sentiment. À 61 ans, veuf et sans travail, il se tenait à une vente aux enchères publiques avec 100 € en poche, regardant les gens se détourner d'une propriété dont personne ne voulait. Elle était décrite comme un vieil entrepôt de stockage. Pierre leva la main et l'acheta. 3 jours plus tard, il coupa le cadenas rouillé et ouvrit la porte. À l'intérieur de ce garage poussiéreux se trouvaient des rangées de magnifiques voitures de sport américaines anciennes, intactes depuis des décennies, valant une fortune. Mais parmi ces voitures, Pierre trouva autre chose, quelque chose de caché, quelque chose qui indiquait un mystère que le propriétaire précédent avait gardé secret pendant des années. Qu'est-ce que le millionnaire essayait de protéger? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Les mains de Pierre Duval tremblaient légèrement alors qu'il posait sa tasse de café sur la table de la cuisine. La lumière matinale filtrait à travers les fins rideaux de sa maison de campagne louée, illuminant les grains de poussière qui flottaient paresseusement dans l'air. Cette petite maison de la rue des Érables était son foyer depuis 18 mois, depuis qu'il ne pouvait plus payer le prêt de la maison où il avait élevé ses enfants. Cette maison, celle avec le grand jardin et la balançoire faite d'un pneu, avait été vendue pour payer les factures médicales de Monique. Monique, partie depuis 2 ans maintenant, et certains matins, il cherchait encore son côté du lit, s'attendant à la trouver là. 38 ans de mariage ne s'effacent pas comme ça. Le cancer l'avait emporté lentement, leur donnant le temps de se dire au revoir, mais aussi le temps de la voir souffrir. Les traitements avaient épuisé leurs économies, puis leur retraite, et les avaient finalement forcés à vendre tout ce qui avait de la valeur. Finalement, cela n'avait pas suffi à la sauver. Il regarda les factures étalées sur la table, 3 mois de loyer en retard. Le propriétaire, Monsieur Martin, avait été patient, mais cette patience s'amenuisait. Pierre avait reçu un autre avis hier, celui-ci avec un langage plus ferme concernant les procédures d'expulsion. À 61 ans, la perspective de se retrouver à la rue était terriblement réelle. L'usine textile où Pierre avait travaillé pendant 35 ans avait fermé il y a 4 ans. Ils avaient dit que c'était l'économie, la concurrence mondiale, l'évolution du marché. Pour Pierre, cela signifiait que ses compétences, ses décennies d'expérience, ne valaient soudainement plus rien. Il avait trouvé des petits boulots ici et là, réparant des clôtures, nettoyant des gouttières, peignant des maisons, mais le travail était irrégulier et le salaire couvrait à peine les courses, sans parler du loyer. Sa fille Chloé vivait à 3 régions de distance avec son mari et ses 2 enfants. Elle appelait pour les anniversaires et les fêtes, de brèves conversations remplies de questions polies et de vagues promesses de visites prochaines. Pierre comprenait. Elle avait sa propre vie, ses propres difficultés. Il ne voulait pas être un fardeau. Il avait arrêté de mentionner ses problèmes financiers il y a des mois, fatigué d'entendre l'inquiétude dans sa voix sans qu'aucune aide réelle ne se matérialise. Son fils Léo était une autre sorte d'absence. 29 ans et luttant toujours contre des démons que Pierre ne comprenait pas entièrement. L'addiction avait ses griffes profondément plantées en Léo. Il y avait eu des programmes de désintoxication, des rechutes, des appels téléphoniques colériques au milieu de la nuit, puis de longues périodes de silence. Pierre n'avait pas eu de nouvelles de Léo depuis 4 mois. Il se disait que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais l'incertitude le rongeait. L'isolement était le plus dur. Monique avait été sa partenaire en tout, sa compagne, sa meilleure amie. Sans elle, la maison semblait caverneuse, malgré sa petite taille. Les conversations avec lui-même étaient devenues normales. Parfois, il narrait ses actions juste pour entendre une voix humaine. « Allez, Pierre, il est temps de déjeuner. Voyons ce qu'on a. » C'était pathétique, et il le savait. Son seul véritable ami était Michel Girard, un postier à la retraite qui vivait à 2 rues de là. Michel avait 68 ans, veuf lui aussi, et comprenait la solitude particulière de la perte d'un conjoint. Il se retrouvait la plupart des après-midi au bistrot chez Rosalie sur la rue principale, où il sirotait des tasses de café et jouait aux échecs sur le jeu de voyage usé de Michel. Michel gagnait généralement, mais Pierre s'en fichait. La compagnie importait plus que le jeu. C'est Michel qui avait apporté le prospectus de la vente aux enchères au bistrot il y a 3 jours, le glissant sur la table entre 2 coups d'échecs. « Il y a peut-être quelque chose pour toi ici », avait dit Michel en tapotant le papier de son doigt usé.
Le département vend aux enchères des propriétés abandonnées, des outils, du matériel, qui sait? Tu pourrais trouver quelque chose à revendre. Pierre avait étudié le prospectus avec scepticisme. La plupart des lots étaient des parcelles de terrain, des maisons saisies, rien qu'il ne pouvait se permettre ou utiliser. Mais une annonce attira son attention. Lot 47, décrit simplement comme « entrepôt de stockage indépendant, contenu inconnu, vendu en l'état ». L'enchère de départ était de 100 €. C'est tout ce qu'il me reste, Michel, avait avoué Pierre, embarrassé par sa confession. Michel s'était penché en arrière, l'étudiant avec ses yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Parfois, un homme doit prendre un risque. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ces 100 €? Ils seront partis en une semaine de toute façon en nourriture et en essence. Au moins comme ça. Peut-être que tu trouveras quelque chose de valeur. Peut-être pas. Mais tu auras essayé. Pierre avait plié le prospectus et l'avait glissé dans la poche de sa chemise. La vente aux enchères était prévue pour le samedi suivant sur les marches du palais de justice du chef-lieu. Il était rentré chez lui ce soir-là et avait fixé le prospectus pendant des heures, pesant le risque. 100 €, c'était une semaine et demie de course. C'était de plein d'essence. C'était la différence entre avoir de la lumière et ne pas en avoir. Mais Michel avait raison. L'argent disparaîtrait de toute façon. Dépensé pour des nécessités qui ne laissaient aucune trace, aucune possibilité de changement. Au moins, un lot de vente aux enchères offrait une chance, aussi mince soit-elle, de trouver quelque chose à vendre. Des outils en bon état pourraient rapporter quelques centaines d'euros. Même la ferraille avait de la valeur. Le samedi était arrivé avec de lourds nuages gris qui menaçaient de pleuvoir. Pierre s'était habillé avec ses meilleurs vêtements restants, un pantalon en toile avec une tache d'usure sur un genou, une chemise à boutons que Monique lui avait achetée 5 Noël auparavant, et une veste qui ne lui allait plus tout à fait aux épaules. Il avait perdu du poids au cours de la dernière année, non pas à cause d'un régime intentionnel, mais à cause de la simple économie consistant à faire durer la nourriture. Les marches du palais de justice étaient bondées de monde, des acheteurs professionnels avec des presse-papiers et des expressions calculatrices, des couples à la recherche de biens d'investissement, quelques curieux locaux juste là pour le spectacle. Pierre s'était tenu à l'arrière, ses 100 € pliés soigneusement dans son portefeuille, se sentant déplacé parmi des gens qui semblaient savoir ce qu'il faisait. Le commissaire-priseur avait parcouru les lots méthodiquement. Des propriétés se vendaient pour des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Pierre avait regardé, à moitié hypnotisé par l'appel rapide des enchères, les coups décisifs du marteau. Puis ils étaient arrivés au lot 47. Entrepôt de stockage indépendant situé au 1847 route de l'ancienne minoterie, avait annoncé le commissaire-priseur. Contenu inconnu. Structure vendue en l'état. Aucune garantie ni représentation. Enchère de départ 100 €. Silence. Les gens s'étaient agités, avaient vérifié leurs papiers, mais aucune main ne s'était levée. La propriété était trop loin de la ville, la description trop vague. Personne ne voulait parier sur un contenu inconnu dans un bâtiment qui pourrait tomber en ruine. 100 €, répéta le commissaire-priseur. Ai-je 100 €? La main de Pierre s'était levée presque d'elle-même. Son cœur battait la chamade alors que tous les yeux se tournaient vers lui. Nous avons 100 €. Ai-je 150? Plus de silence. Le commissaire-priseur avait balayé la foule du regard, donnant amplement l'occasion d'une autre enchère. Aucune ne vint. Adjugé une fois à 100 €, adjugé 2 fois. Le marteau tomba. Vendu à l'enchérisseur 47 pour 100 €. Juste comme ça, Pierre possédait quelque chose. Une structure qu'il n'avait jamais vue, contenant on ne sait quoi, située quelque part qu'il devrait trouver sur une carte. Le greffier de la vente avait traité son paiement, pris ses informations et lui avait remis un reçu et une clé. Une petite clé ordinaire qui semblait pouvoir aller sur un cadenas. Vous avez 7 jours pour réclamer la propriété et enlever tout contenu, avait dit le greffier d'un ton ennuyé. Après cela, elle revient sous le contrôle du département. Pierre était rentré chez lui en voiture dans un état second, le reçu et la clé posés sur le siège passager comme des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. De retour dans sa petite cuisine, il avait étalé une carte départementale et localisé la route de l'ancienne minoterie. C'était à près de 40 minutes de la ville, dans une zone dont il se souvenait vaguement comme d'un ancien district industriel abandonné depuis des décennies.
La minoterie elle-même avait fermé bien avant que Pierre ne s'installe dans la région. Ce soir-là, assis seul avec un simple dîner composé d'une soupe du jour et d'une baguette, Pierre s'était permis d'imaginer ce qui pourrait se trouver à l'intérieur de cet entrepôt. Des outils semblaient le plus probable, peut-être du matériel de jardinage, des fournitures de construction, un stock oublié d'une entreprise en faillite. Dans ses moments les plus optimistes, il s'imaginait trouver quelque chose de vraiment précieux. Des meubles anciens peut-être, ou des objets de collection que quelqu'un avait cachés et oubliés. Mais le doute s'insinua à la tombée de la nuit. Et si le bâtiment était vide? Et s'il ne contenait que des déchets et des débris? Il venait de dépenser ses 100 derniers euros pour ce qui pourrait se résumer à un tas d'ordures qu'il devrait payer pour faire enlever. La pensée le tint éveillé jusque tard dans la nuit, fixant le plafond, écoutant la maison craquer autour de lui. Le dimanche passa dans une attente anxieuse. Le lundi apporta un autre travail de bricolage, remplacer des planches pourries sur le porche arrière de Madame Chen. Le travail paya 60 euros en espèces, que Pierre mit immédiatement de côté pour l'essence et les dépenses liées à son achat aux enchères. Le mardi, il avait aidé Michel à réorganiser son garage, refusant d'être payé, mais acceptant un sandwich jambon beurre et la compagnie. Le mercredi matin, Pierre ne put plus attendre. Il avait emprunté la vieille camionnette de Michel, une Ford battue qui avait connu des jours meilleurs, mais qui fonctionnait toujours de manière fiable. Michel avait accepté sans hésitation, pressant les clés dans la main de Pierre avec un thermos de café et un regard entendu. « Appelle-moi quand tu arrives », avait dit Michel. « Dis-moi ce que tu trouves. » La route vers l'ancienne minoterie emmena Pierre à travers un paysage de plus en plus rural. Les maisons de banlieue proprettes laissèrent place à des fermes éparses, puis à des champs vidés des étendues de forêt. La route elle-même se détériora, passant de l'asphalte lisse à un revêtement rapiécé, puis au gravier. L'anxiété de Pierre grandissait à chaque kilomètre. C'était vraiment le milieu de nulle part. Le GPS de son téléphone, un appareil auquel il ne faisait toujours pas entièrement confiance, le dirigea sur une route secondaire à peine assez large pour un seul véhicule. Les arbres se pressaient de chaque côté, des branches raclant la camionnette de Michel. Pierre grimaçait à chaque son, espérant ne pas endommager le véhicule de son ami. Puis les arbres s'ouvrirent, et Pierre se retrouva dans une clairière dominée par une grande structure métallique. Le bâtiment était plus grand qu'il ne l'avait prévu, peut-être 20 mètres de long sur 10 de large, avec des murs en acier ondulé qui avaient vieilli pour prendre une teinte gris-brun marbré. Le toit présentait des plaques de rouille, mais semblait intact. Les mauvaises herbes poussaient drues autour des fondations, et de jeunes arbres avaient pris racine près d'un coin, mais dans l'ensemble, la structure semblait étonnamment solide. Pierre gara la camionnette et s'assit un instant, le moteur crépitant en refroidissant, rassemblant son courage. C'était le moment de vérité. Il attrapa sa boîte à outils sur le siège passager. Il avait apporté un coupe-boulon, une lampe de poche, des gants de travail et un pied de biche, préparés à diverses possibilités. La façade du bâtiment comportait une grande porte roulante, du type utilisé sur les garages commerciaux, sécurisée par un lourd cadenas qui correspondait à la clé qu'on lui avait donnée. Pierre s'approcha lentement, ses bottes craquant sur le gravier et les feuilles mortes. De près, il pouvait voir que si l'extérieur montrait son âge, la construction était professionnelle, substantielle. Ce n'était pas une cabane construite à la va-vite. Quelqu'un avait construit ça pour durer. Ses mains tremblaient en insérant la clé dans le cadenas. Elle tourna en douceur, bien huilée, malgré des années d'abandon apparent. Le cadenas s'ouvrit avec un clic solide. Pierre le retira, le mit de côté et saisit la poignée de la porte roulante. Il fit une pause, offrant une prière silencieuse à Monique, à Dieu, à quiconque pouvait l'entendre. Puis il tira. La porte résista d'abord, se plaignant avec des gémissements métalliques, puis commença à monter. L'obscurité béait au-delà, et l'odeur frappa immédiatement Pierre. Huile de moteur, vieux cuir, poussière, et autre chose. Quelque chose de presque sucré. Pas la décomposition, mais l'âge, comme ouvrir une malle pleine de vieux vêtements. Pierre tira la porte plus haut, inondant l'intérieur de la lumière du soleil matinal. Son souffle se coupa dans sa gorge. Des formes émergèrent de l'obscurité. De grandes formes recouvertes de bâches en toile, disposées en rangées soignées. Pierre entra, ses yeux s'habituant, et sortit la lampe de poche de sa boîte à outils. Le faisceau balaya l'espace, révélant un sol en béton, propre malgré la poussière. Des étagères métalliques le long d'un mur contenaient divers conteneurs et boîtes,
et partout ces formes couvertes. Pierre s'approcha de la plus proche, une forme d'environ 5 mètres de long et 2 de large, son cœur battant à tout rompre alors qu'il saisissait le bord de la bâche en toile. C'était un matériau épais et résistant, fixé avec des tendeurs. Il décrocha les tendeurs un par un, puis retira la bâche. En dessous se trouvait une voiture. Pas n'importe quelle voiture, mais une Shelby GT5 Sense de 1967. Sa peinture bleu profond brillait même sous la couche de poussière. Le chrome attrapait la lumière de la porte ouverte. Pierre resta figé, incapable de traiter ce qu'il voyait. Il en savait assez sur les voitures pour reconnaître que c'était quelque chose de spécial, de précieux. D'une main tremblante, il passa à la forme couverte suivante et retira sa bâche. Une Corvette Stingray rouge de 1963, sa lunette arrière divisée reconnaissable entre toutes. La bâche suivante révéla une Plymouth Emi-Cuda de 1970 en orange vif. Puis une Dodge Charger de 1969 en noir. Pierre recula en titubant, son esprit en ébullition. Il compta les formes couvertes. 20 véhicules, tous cachés sous des bâches, tous apparemment en parfait état. Ce n'était pas possible. Cela n'avait aucun sens. Comment quelqu'un pouvait-il simplement laisser ça ici? Comment avait-elle pu être oubliée? Il s'enfonça plus profondément dans le bâtiment, le faisceau de sa lampe de poche dansant sur d'autres voitures couvertes, sur les étagères, sur un établi au fond. Sur l'établi se trouvait un classeur en métal, gris et utilitaire. Pierre l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des dizaines, chacun étiqueté avec une année et un modèle de voiture. Il en tira un au hasard, 1967 Shelby GT5 Sense. À l'intérieur du dossier se trouvait la carte grise au nom de Louis Mercier, ainsi que des carnets d'entretien, des documents d'achat montrant que Louis avait acheté la voiture en 1968 pour $8 000, et des notes manuscrites sur son état et ses spécifications. Pierre tira un autre dossier, une autre carte grise au nom de Louis, et un autre. Toutes les cartes grises étaient là, organisées, légales, transférables. Les voitures n'étaient pas simplement abandonnées. Elles avaient été soigneusement conservées, documentées, en attente. Louis Mercier. Le nom était familier, titillant les bords de la mémoire de Pierre. Un millionnaire reclus qui avait vécu à la périphérie de la ville, rarement vu en public. Pierre se souvenait avoir entendu parler de sa disparition il y a des années, 10, 15 ans. L'homme avait simplement disparu un jour, et finalement sa succession avait été liquidée, ses propriétés vendues au détail, mais d'une manière ou d'une autre ce bâtiment, cette collection avait été manquée, ou peut-être délibérément cachée. Pierre pensa à l'annonce vague à la vente aux enchères, au manque de détails. Quelqu'un au bureau départemental avait listé cela sans vraiment savoir ce qu'il y avait ici, et s'était passé entre les mailles du filet. Les jambes de Pierre flanchèrent, et il s'assit lourdement sur le sol en béton, le dos contre la Shelby. Autour de lui se trouvaient des millions d'euros en automobiles anciennes. Dans sa poche, il avait un reçu montrant qu'il avait acheté tout cela pour 100 €. Il sortit son téléphone et appela Michel avec des doigts tremblants. « Michel !» La voix de Pierre se brisa lorsque son ami répondit. « Michel, il faut que tu viennes ici. »« Pierre, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air bizarre. »« Je vais bien. »« Il regarda autour de lui les rangées de voitures couvertes, croyant à peine ce qu'il voyait. « Je ne peux pas expliquer au téléphone. Peux-tu venir, s'il te plaît ?» Il y eut une pause. Michel connaissait assez bien Pierre pour reconnaître une urgence réelle. « Donne-moi l'adresse. Je serai là dans 45 minutes. » Pierre se leva sur des jambes chancelantes et retourna dehors à la lumière du soleil. Le monde normal semblait surréaliste maintenant, sachant ce qui attendait à l'intérieur de ce bâtiment. Il fit les 100 pas dans la clairière, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes, incapable de se calmer. Son esprit bouillonnait de questions. Que devait-il faire de tout ça? À qui pouvait-il le dire? En qui pouvait-il avoir confiance? L'alliance de Monique était suspendue à une chaîne autour de son cou, glissée sous sa chemise. Il la sortit maintenant, la tenant, cherchant du réconfort dans ce poids familier. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il à sa mémoire. « Aide-moi à comprendre. » La camionnette de Michel apparut sur la route étroite exactement 43 minutes plus tard, entrant dans la clairière dans un nuage de poussière. L'homme plus âgé en sortit,
son visage buriné plissé par l'inquiétude. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. » « Viens à l'intérieur, » dit simplement Pierre. « Viens juste voir. » Il conduisit Michel jusqu'à la porte ouverte du garage. Michel s'arrêta sur le seuil, plissant les yeux dans la pénombre. Pierre se dirigea vers la première voiture, la Shelby, et la désigna. « C'est ce que j'ai trouvé. » Michel s'approcha, ses yeux s'écarquillant en voyant le véhicule immaculé. « C'est vrai? » « C'est vrai, et il y en a 19 autres. » Pierre balaya l'espace de son bras. Michel traversa lentement le bâtiment, retirant les bâches, examinant les voitures avec un étonnement croissant. Quand il atteignit le classeur et vit les cartes grises, il laissa échapper un sifflement bas. « Pierre, est-ce que tu comprends ce que tu as ici? » « Je commence à comprendre. Ces voitures, certaines valent des centaines de milliers d'euros. Cet Hemi Cuda seul pourrait valoir un demi-million. » Michel se tourna vers lui, son expression sérieuse. « Ça change tout pour toi. » Pierre hocha lentement la tête, le poids de la situation s'installant. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller, que ça ne peut pas être réel. » « C'est réel. » Michel sortit son téléphone. « J'appelle mon neveu. Il travaille dans une maison de vente aux enchères spécialisée dans les voitures anciennes. Il saura à quoi nous avons affaire. » Michel, attends. Pierre attrapa le bras de son ami. Quelque chose cloche là-dedans. Pourquoi Louis Mercier laisserait-il tout ça ici? Pourquoi ça n'a pas été trouvé quand sa succession a été réglée? Michel baissa son téléphone, considérant la question. C'est une bonne question. L'homme a disparu il y a quoi, 15 ans. Ses propriétés ont été vendues. Quelqu'un aurait dû trouver ça. Sauf s'il l'a caché délibérément, dit Pierre. Sauf s'il ne voulait pas que ce soit trouvé. Ils restèrent en silence, tous deux contemplant les implications. Finalement, Michel parla. Regardons autour de nous plus attentivement. Voyons s'il y a quelque chose qui explique ça. Ils passèrent l'heure suivante à examiner systématiquement le bâtiment. Les voitures étaient remarquables, mais la véritable histoire semblait se trouver dans le classeur. Avec les cartes grises et les carnets d'entretien, ils trouvèrent ce qui semblait être un journal. Un épais livre relié en cuir avec le nom de Louis Mercier en relief sur la couverture. Pierre l'ouvrit avec précaution. La première entrée était datée de 1965, écrite d'une écriture nette et précise. Aujourd'hui, j'ai acheté mon premier véhicule pour la collection, une Corvette Stingray de 1963. Je l'ai vue à une vente de succession et j'ai su immédiatement qu'elle était spéciale, non seulement pour sa perfection mécanique, mais pour ce qu'elle représente, l'artisanat, la beauté, une époque où les choses étaient construites pour durer. Pierre feuilleta les pages, lisant des entrées au hasard. Louis avait documenté chaque achat, l'histoire de chaque voiture, mais entremêlées avec les informations factuelles se trouvaient des réflexions personnelles. L'homme avait été solitaire. C'était clair. Sa femme Marguerite était décédée en 1995. Le cœur de Pierre se serra en partageant ce nom et cette perte. Après sa mort, les entrées de Louis devinrent plus philosophiques, plus mélancoliques. Ces machines nous survivront tous, lisait-on dans une entrée. Ce que nous laissons derrière nous importe plus que ce que nous accumulons. J'ai passé ma vie à bâtir une fortune, mais la fortune n'est que des chiffres sur du papier. Ces voitures sont réelles. Elles sont tangibles. Elles sont mon héritage. Plus loin dans le journal, le ton changea. Les entrées du début des années 2000 montraient une paranoïa croissante. Quelqu'un surveille la maison. Une berline noire garée dans la rue pendant des heures. Quand je sors, elle s'en va. Et plus tard, je sais ce qu'ils veulent. Ils pensent que j'ai oublié. Que le temps a effacé la vérité. Mais je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. Pierre regarda Michel. Il avait peur de quelque chose. Ou de quelqu'un, ajouta Michel, lisant par-dessus l'épaule de Pierre. La dernière entrée du journal était datée du 15 octobre 2010, 2 semaines avant la disparition de Louis. Préparation finale terminée. La vérité est ici pour ceux qui la cherchent. J'ai caché ce qui compte le plus, là où seul quelqu'un de digne le trouvera. Quelqu'un qui a besoin d'espoir autant que j'avais besoin de rédemption. Si vous lisez ceci,
étranger, sachez que ces voitures sont mon cadeau pour vous, mais elles viennent avec une responsabilité. Ne laissez pas la vérité mourir avec moi. » Pierre ferma le journal, troublé. Quelle vérité? Que cachait-il? Michel retourna au classeur, ouvrant méthodiquement les tiroirs. Il doit y avoir plus, dit-il. La vérité est ici. Au fond du classeur, derrière des dossiers suspendus, Michel trouva une petite boîte en métal. Elle n'était pas verrouillée, juste fermée par un loquet. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies, des dizaines, montrant Louis plus jeune, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine. La plupart le montraient avec un autre homme, bien habillé et confiant. Ils étaient photographiés sur des chantiers, devant des immeubles de bureaux, se serrant la main lors de ce qui semblait être des événements formels. Pierre retourna une photographie. Écrit au dos à l'encre passée, Louis et Stéphane Dubois, cérémonie de pose de la première pierre, projet des Berges, 1978. Dubois, dit doucement Michel. C'est un nom important par ici. La famille Dubois est dans l'immobilier et le développement depuis des générations. Pierre trouva d'autres photos, toutes documentant ce qui semblait être un partenariat commercial entre Louis et ce Stéphane Dubois. Les dates allaient de 1978 à 1982. Puis, brusquement, les photos s'arrêtaient. Glissées parmi les photographies se trouvaient des coupures de journaux jaunis par le temps. Le premier titre disait « Des partenaires de développement locaux annoncent le projet des Berges, un investissement de 50 millions d'euros ». L'article décrivait un plan ambitieux pour développer une propriété au bord de l'eau, créant un complexe à usage mixte avec des espaces résidentiels, commerciaux et récréatifs. Louis Mercier et Stéphane Dubois étaient nommés comme les principaux développeurs. Mais une autre coupure datée de 6 mois plus tard racontait une autre histoire, projet des Berges abandonnés. Les investisseurs se retirent sur fond de questions. Pierre lut l'article attentivement. Le projet s'était effondré au milieu de vagues références à des irrégularités financières et des préoccupations environnementales. Les investisseurs s'étaient retirés soudainement, laissant le partenariat de Louis et Stéphane en ruine. Aucune allégation spécifique n'était faite, mais le ton suggérait que quelque chose d'incorrect s'était produit. Sous les coupures, Pierre trouva des notes manuscrites sur du papier de bloc-notes, clairement de la main de Louis. L'écriture était hâtive, agitée, contrairement à l'écriture soignée du journal. Stéphane m'a menti. Les études environnementales étaient falsifiées. Il savait que le terrain était contaminé par l'ancien site industriel. Métaux lourds, ruissellement chimique. Les rapports documentaient tout, mais il a enterré les vrais résultats et les a remplacés par des rapports propres. Il m'a montré les faux, et je l'ai cru. J'ai tout approuvé. L'estomac de Pierre se serra alors qu'il continuait à lire. Quand j'ai découvert la vérité, je l'ai confronté. Il a tout admis sans honte. Il a dit que la contamination pouvait être gérée discrètement, que personne n'avait besoin de savoir. Les investisseurs avaient déjà engagé leur argent. Si nous révélions la vérité, nous perdrions tout. Il m'a demandé de me taire. Quand j'ai refusé, il est devenu froid. Il a dit que j'étais trop impliqué, que j'avais signé les documents frauduleux aussi. S'il tombait, je tomberais avec lui. Il avait raison. J'étais complice, même si je ne le savais pas. Michel laissa échapper un souffle bas. Donc Louis a découvert que son partenaire avait commis une fraude et était soumis à un chantage pour qu'il se taise. C'est pire que ça. Pierre trouva une autre page. Celle-ci, une photocopie de ce qui semblait être un rapport environnemental officiel. L'en-tête disait « Évaluation environnementale de la propriété des Berges, confidentielle ». Le document détaillait une contamination étendue, plomb, arsenic, solvants industriels à des niveaux nécessitant une dépollution importante. En bas, une note manuscrite d'un certain AC déclarait, conformément à l'accord, ce rapport ne sera pas déposé auprès de la commission d'urbanisme. Rapport de substitution 6 juin. Ils l'ont enterré, dit Pierre, se sentant mal. Ils savaient que le terrain était empoisonné et ils l'ont caché. Michel examinait une autre photographie, celle-ci différente des autres. Elle semblait avoir été prise subrepticement, montrant Stéphane Dubois rencontrant 2 hommes en costume dans ce qui ressemblait à un parking souterrain. Ils échangeaient des chemises cartonnées. Écrit au dos, preuve du pot de vin, membre de la commission d'urbanisme, novembre 1981. Ils soudoyaient des fonctionnaires, dit Michel,
s'assurant que les faux rapports environnementaux soient acceptés. Pierre s'assit lourdement sur l'établi, son esprit en ébullition. Ce qui avait commencé comme un incroyable coup de chance, trouver ces voitures de valeur, devenait quelque chose de bien plus compliqué. Louis n'avait pas seulement été un collectionneur solitaire. Il avait été un homme portant le poids de terribles secrets. Qu'est-il arrivé au terrain? Demanda Pierre. Le projet des berges a été abandonné. Mais qu'est-il arrivé à la propriété elle-même? Michel sortit son téléphone, tapant rapidement. Après un moment, son visage devint pâle. Pierre, tu dois voir ça. Il tendit le téléphone. L'écran montrait un registre foncier. La propriété des berges en question avait été vendue par le partenariat de développement à perte au département en 1983. Selon les archives publiques, elle était restée inutilisée pendant des années avant d'être développée en 2005. L'usage actuel de la propriété était listé comme « école primaire des berges ». Pierre sentit le sang quitter son visage. Des enfants, il y a des enfants sur ce terrain. 550 élèves, lut Michel sur le site web de l'école, âgés de 5 à 11 ans. Ils se regardèrent, la magnitude de la découverte s'installant. Ce n'était pas seulement une question de vieux crimes d'affaires. Si la contamination était réelle et n'avait jamais été dépolluée, ces enfants pourraient être en danger en ce moment même. Nous devons appeler quelqu'un, dit Pierre. La DRIL, le ministère de la Santé. Avec quelle preuve? Interrompit doucement Michel. Des documents vieux de 40 ans et les notes privées d'un homme disparu depuis 15 ans. Ils poseront des questions. Ils enquêteront, mais ça prend du temps. Ces enfants n'ont pas le temps s'ils sont exposés au plomb et à l'arsenic tous les jours. Michel hocha la tête. Je sais, mais nous devons être malins. Nous devons comprendre la situation dans son ensemble avant de commencer à accuser. Pierre voulait argumenter, mais il savait que Michel avait raison. Il regarda autour du garage les voitures impeccables, la collection soigneusement entretenue. Louis a gardé tout ça pour une raison. Il a dit, la vérité est ici. Peut-être qu'il y a plus que nous n'avons pas encore trouvé. Ils retournèrent au classeur, cherchant plus systématiquement. Derrière le tiroir contenant les photographies, Pierre trouva quelque chose d'inattendu. Un tiroir verrouillé qu'il avait initialement manqué. Il était sécurisé par une petite serrure à combinaison. Le journal, dit soudain Pierre. Ces chiffres qui l'a entouré. Et si c'était la combinaison? Ils se dépêchèrent de retourner au journal en cuir, feuilletant les pages. Tout au long des entrées, des chiffres apparemment aléatoires étaient entourés ou soulignés, parfois dans les marges, parfois au milieu du texte. Pierre les nota dans l'ordre où ils apparaissaient, 15, 37, 22. De retour au tiroir verrouillé, il essaya la combinaison. La serrure s'ouvrit avec un clic satisfaisant. À l'intérieur se trouvait une grande enveloppe Kraft scellée et étiquetée de la main de Louis, à celui qui trouvera ceci. Les mains de Pierre tremblaient alors qu'il brisait le sceau et sortait le contenu. Le premier élément était une lettre datée d'une semaine avant la disparition de Louis en 2010. À la personne qui lit ceci, commençait-elle. Si vous avez trouvé ma collection, alors mon plan a fonctionné. J'ai délibérément caché ce bâtiment à mes avocats de succession, manipulé les registres de propriété pour m'assurer qu'ils seraient négligés, et finalement vendus aux enchères pour une bouchée de pain. Je voulais que ces voitures aillent à quelqu'un qui en avait besoin, pas à l'État ou à des maisons de vente aux enchères qui liquideraient simplement tout pour un profit maximum. Pierre continua à lire, la gorge serrée. J'ai passé les dernières années de ma vie seul, hanté par ce que j'ai fait et n'ai pas fait. J'ai été complice d'une fraude qui a blessé des gens, et j'ai été trop lâche pour parler quand c'était important. J'ai laissé mon partenaire me menacer pour que je me taise. J'ai choisi ma propre sécurité financière plutôt que de faire ce qui était juste. J'ai vécu avec cette honte tous les jours depuis, continuait la lettre. Mais il y a plus ici que du métal et du chrome. J'ai caché quelque chose qui compte plus que tout cela combiné. Suivez les chiffres dans mon journal. Ils vous mèneront à la vérité. La vérité complète sur ce que Stéphane Dubois a fait. Ce que je l'ai aidé à faire et ce qui est arrivé au terrain contaminé. Cette vérité doit être révélée. Je ne pouvais pas être celui qui le ferait. Je suis trop lâche, trop profondément impliqué. Mais vous, qui que vous soyez, vous avez une chance de réparer un vieux tort. La lettre concluait, les voitures sont à vous.
Vendez-les. Gardez-les. Faites ce que vous voulez. Vous les avez mérités en trouvant ce que j'ai caché. Mais je vous demande, comme une dernière requête d'un homme qui a échoué quand cela comptait, s'il vous plaît, ne laissez pas la vérité mourir avec moi. S'il vous plaît, soyez plus courageux que je ne l'ai été. Pierre lut la lettre 2 fois, puis une troisième, essayant d'absorber ce que Louis lui demandait. Michel se tenait à côté de lui, lisant par-dessus son épaule. Les deux hommes restèrent silencieux dans le garage sombre. « Il te demande de révéler tout ça, dit finalement Michel. D'assumer les conséquences qui vont avec. Ces enfants, dit doucement Pierre. Si cette contamination est toujours là. Si elle n'a jamais été nettoyée. Je sais. Michel posa une main sur l'épaule de Pierre. Mais ça ne va pas être simple. La famille Dubois, ils sont puissants. Stéphane Dubois est peut-être mort, mais sa famille est toujours en vue dans cette région. Ils ont de l'argent, des avocats, des relations politiques. Pierre regarda les voitures, valant collectivement des millions d'euros. De l'argent qui changerait sa vie. De l'argent qui pourrait résoudre tous ses problèmes, payer ses dettes, assurer son avenir, aider ses enfants. Tout ce qu'il avait à faire était de les vendre discrètement et de se détourner du fardeau de Louis. Mais il pensa à Monique, aux valeurs selon lesquelles elle avait vécu. Elle avait travaillé pendant des années comme infirmière scolaire, dévouée à la protection des enfants. Qu'aurait-elle fait dans cette situation? La réponse était claire. Elle se serait battue pour ses enfants sans hésitation, quel que soit le coût personnel. Nous devons d'abord vérifier la contamination, dit Pierre, sa voix plus assurée qu'il ne le sentait. Si le terrain a été nettoyé à un moment donné, alors ce n'est que de l'histoire ancienne. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous avons une responsabilité, termina Michel. Ils passèrent le reste de l'après-midi à tout documenter. Michel utilisa son téléphone pour photographier tous les documents, les entrées du journal, les photos. Pierre organisa les papiers chronologiquement, créant une chronologie des événements. Le tableau qui en résulta était accablant. En 1978, Louis Mercier et Stéphane Dubois avaient formé un partenariat de développement. Ils avaient acheté la propriété des Berges à bas prix en raison de son passé industriel. Une ancienne usine textile y avait fonctionné jusqu'aux années 1960, laissant derrière elle un sol contaminé. La contamination était connue, documentée dans des études préliminaires, mais Stéphane avait des relations avec la commission d'urbanisme. Il avait arrangé les choses pour que des fonctionnaires favorables ignorent les vrais rapports environnementaux en échange de paiements en espèces. Louis, selon ses notes, n'était pas au courant des pots de vin au début. Il avait cru au rapport propre que Stéphane lui montrait. Lorsque Louis découvrit la fraude en 1981, le projet était déjà bien avancé. L'argent des investisseurs était engagé. Stéphane l'avait menacé. Si Louis rendait l'affaire publique, ils risqueraient tous deux des poursuites pénales. Louis avait aidé à préparer les documents initiaux, avait approuvé les soumissions à la commission d'urbanisme. Sa signature était sur des documents frauduleux. Terrifié et honteux, Louis s'était tu. Le projet s'était finalement effondré de toute façon lorsque les investisseurs étaient devenus méfiants face au retard et au dépassement de coûts. La propriété avait été vendue au département à perte. Le partenariat de Stéphane et Louis se dissolvant amèrement. Louis avait passé les décennies suivantes à collectionner des voitures, vivant en reclus, observant et attendant apparemment. Ses dernières entrées de journal suggéraient qu'il avait gardé un œil sur la propriété des Berges. Lorsque le département l'aménagea en école primaire en 2005, ses notes devinrent angoissées. Ils ont construit une école là-bas. Une entrée disait « Des enfants jouant sur un sol empoisonné ». J'ai fait ça. Mon silence a permis ça. Je suis un lâche et ces enfants paieront pour ma lâcheté. Mais il ne s'était toujours pas manifesté. La peur des poursuites, de la honte publique, l'avait maintenu silencieux. Au lieu de cela, il avait créé cette chasse au trésor élaborée, espérant que quelqu'un d'autre aurait le courage qui lui manquait. Pierre ferma le journal, sentant le poids de la culpabilité et de l'espoir de Louis. L'homme avait essayé d'expier à sa manière, mais cela semblait incomplet, insatisfaisant. Pourtant, Pierre comprenait la paralysie de la peur. La façon dont la honte pouvait vous réduire au silence. Nous avons besoin d'une aide experte, dit Pierre. Quelqu'un qui s'y connaît en voitures anciennes, qui peut vérifier ce que nous avons et nous donner des conseils. Michel hocha la tête.
J'ai quelqu'un, Antoine Lefebvre, il tient un atelier de restauration à Tours. Il est honnête. Il est dans le métier depuis 40 ans. Si quelqu'un peut nous dire ce que ces voitures valent et nous aider à gérer ça correctement, c'est Antoine. Ils verrouillèrent soigneusement le garage, Pierre empochant la clé. Alors qu'il retournait vers la ville dans la camionnette de Michel, l'esprit de Pierre bouillonnait de possibilités et de craintes. Sa vie avait été transformée en quelques heures, passant de la pauvreté désespérée à la richesse potentielle, de l'invisibilité à la détention de secrets explosifs. Ce soir-là, seul dans sa petite maison de location, Pierre ne pouvait pas se calmer. Il faisait les 100 pas, la photographie de Monique attirant son regard à plusieurs reprises. Il la prit, étudiant son visage familier, les rides du rire autour de ses yeux, le doux sourire. « Qu'est-ce que je fais » demanda-t-il à son image. « Ça pourrait me détruire. Il pourrait tout prendre. » Mais ses enfants. Son téléphone sonna, le surprenant. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Chloé. Il faillit ne pas répondre, pas encore prêt à expliquer quoi que ce soit. Mais la culpabilité le fit décrocher. « Salut, ma chérie. »« Papa. » Sa voix était tendue, formelle. « Je voulais juste prendre des nouvelles. Ça fait quelques semaines. »« Je vais bien. »« Comment vont les enfants ?» Ils passèrent par la danse familière et creuse de la conversation polie. Chloé parla des activités de ses enfants, de la promotion de son mari, de la météo. Pierre offrit de brèves réponses, distrait. « Papa, ça va ? Tu as l'air bizarre. » Il voulait tout lui dire, la vente aux enchères, les voitures, la terrible découverte, mais quelque chose le retint. Peut-être la fierté, peut-être un instinct de protection. « Je vais bien, juste fatigué. »« Tu manges assez ? Tu sais, tu dois prendre soin de toi. » L'inquiétude dans sa voix était sincère mais distante. L'inquiétude de quelqu'un qui remplit une obligation plutôt qu'une connexion profonde. C'était blessant, bien que Pierre sût qu'il avait contribué à cette distance par son propre repli après la mort de Monique. « Je mange bien. Ne t'inquiète pas pour moi. » Après avoir raccroché, Pierre se sentit plus seul qu'avant. Sa fille était à 3 régions de distance, vivant une vie qu'il comprenait à peine. Son fils était quelque part, inconnu, menant des batailles que Pierre ne pouvait pas l'aider à mener. Les personnes qui avaient autrefois été son monde s'étaient mises en orbite autour de lui. Assez proche pour être vu, mais trop loin pour être touché. C'est peut-être pour cela que la lettre de Louis avait résonné si profondément. Voici un autre homme seul qui avait perdu ses liens, qui avait fait des erreurs et vécu avec des regrets, qui voulait désespérément que sa vie signifie quelque chose à la fin. Pierre sortit le journal en cuir et lut d'autres entrées, apprenant à connaître Louis à travers ses mots. L'homme avait été réfléchi, observateur, étonnamment poétique par moments. Son amour pour les voitures était sincère. Il les voyait comme de l'art, comme de l'histoire, comme des monuments à l'artisanat humain. Mais sous la passion pour les automobiles coulait un courant de profonde tristesse. Louis avait été riche mais sans amis, couronné de succès mais insatisfait. Son mariage avec Marguerite avait été heureux selon ses écrits, mais après sa mort en 1995, il s'était retiré du monde. Je ne sais pas comment être seul. Une entrée disait. Marguerite était ma traductrice, mon pont vers les autres. Sans elle, je ne suis qu'un vieil homme étrange avec trop d'argent et trop de regrets. Ces voitures sont mes seules compagnes maintenant. Elles ne jugent pas. Elles ne posent pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Pierre comprenait cette solitude intimement. Le lendemain matin, Michel arriva avec Antoine Lefebvre. L'homme plus âgé sortit de la camionnette de Michel avec les mouvements prudents de quelqu'un dont le corps avait enregistré des décennies de dur labeur. Il avait 70 ans, grand et mince, avec des cheveux argentés et des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Sa poignée de main était ferme, son expression prudemment curieuse. « Michel me dit que tu as trouvé quelque chose d'intéressant, » dit Antoine alors qu'il se rendait à la propriété en convoi, Antoine suivant dans sa propre camionnette. « C'est une façon de le dire, » répondit Pierre. Quand ils atteignirent la clairière et que Pierre ouvrit la porte du garage, la réaction d'Antoine valait le déplacement. Le vieux mécanicien se tint figé à l'entrée, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés. Il se dirigea lentement vers la première voiture, la Shelby, et passa la main le long de son aile avec la révérence de quelqu'un touchant quelque chose de sacré.
Mon Dieu, souffla Théil. C'est réel? C'est réel, confirma Pierre. Toute leçon. Pendant les 2 heures suivantes, Antoine examina chaque véhicule méthodiquement. Il vérifia les numéros de série par rapport aux cartes grises, inspecta les moteurs et les intérieurs, prit des notes dans un petit carnet en cuir qu'il sortit de sa poche. Pierre et Michel regardèrent en silence, laissant l'expert travailler. Finalement, Antoine posa son carnet et se tourna vers eux. « Pierre, est-ce que tu comprends ce que tu as ici? Des voitures de valeur. C'est l'une des plus belles collections privées de voitures de sport américaines que j'ai jamais vues. Chaque véhicule est authentique, numéro correspondant, dans un état remarquable. La Shelby GT5 Sense seule vaut entre 300 000 et 400 000 euros. La Amy Cuda, selon la vente, pourrait atteindre 600 000 ou plus. » Pierre se sentit étourdi. Et tout ensemble, estimation conservatrice, 3,2 millions d'euros. Si nous trouvons les bons acheteurs à la bonne vente, peut-être 3,8. Antoine fit une pause. Pierre, d'où viennent-elles? Qui possédait cette collection? Pierre expliqua l'histoire de Louis Mercier, la vente aux enchères, la dissimulation délibérée du garage. Il ne mentionna pas les documents ni la contamination. Pas encore. Antoine écouta, hochant la tête de temps en temps. Je connaissais un peu Louis, dit Antoine quand Pierre eut fini. Il venait parfois à mon atelier, il y a des années, pour parler de techniques de restauration ou de recherche de pièces d'origine. Homme étrange, brillant avec les voitures, mais profondément privé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait eu une sorte de scandale dans son passé, mais personne ne connaissait les détails. Il regarda autour du garage. Ça explique beaucoup de choses. Il construisait quelque chose ici, préservait quelque chose. Antoine, intervint Michel. Est-ce que ça peut être vendu légalement? Les cartes grises sont toutes au nom de Louis. Les titres de propriété se transmettent avec le bien. Pierre a acheté la propriété et tout ce qu'elle contient lors d'une vente aux enchères légitime. Tant que la chaîne de propriété est claire, ce qui semble être le cas, il possède ces voitures en toute légalité. Antoine sourit. Tu es un homme riche, Pierre. Ou tu le seras une fois que nous les aurons vendus correctement. Riche. Le mot semblait étranger, impossible. Pierre Duval, qui 3 jours plus tôt comptait ses centimes pour les courses, valait maintenant des millions. Ça aurait dû être une joie pure, un salut. Au lieu de cela, c'était compliqué, chargé de responsabilités. Il y a plus, dit Pierre. Quelque chose que nous devons te montrer. Il sortit les documents, les photographies, la lettre de Louis. Antoine lut tout attentivement, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. Quand il eut fini, il retira ses lunettes et se frotta les yeux. C'est plus gros que des voitures, dit-il doucement. C'est une affaire de corruption, de crime environnemental, de sécurité des enfants. Stéphane Dubois est mort il y a 8 ans, ajouta Michel. Mais son fils, Thomas Dubois, est maintenant sénateur de la région, très influent dans le développement immobilier, tout comme son père. La mâchoire d'Antoine se serra. Je connais Thomas Dubois. Il a ses doigts partout. Conseil de développement, commission d'urbanisme, collecte de fonds pour le gouverneur. Si son père était corrompu, et qu'il a bâti sa carrière sur cet argent corrompu. C'est pire, dit Pierre. Regardez ça. Il montra à Antoine les documents les plus récents, des emails et des mémos que Louis avait obtenus d'une manière ou d'une autre, datés de 2008 à 2010. Il montrait Thomas Dubois, alors dans la trentaine et construisant sa carrière politique, communiquant avec des avocats au sujet des anciennes affaires de son père. Un email en particulier était accablant. Thomas avait écrit à un avocat de la famille, concernant la situation de la propriété des Berges. Je comprends que le partenariat de développement initial de père a eu des complications. J'ai besoin de la documentation complète de ce projet et du transfert de propriété ultérieur au département. Nous ne pouvons nous permettre aucune exposition à ce sujet alors que j'avance dans ma campagne. Gérez ça discrètement. La réponse de l'avocat, j'ai examiné les dossiers. Les problèmes environnementaux de cette époque n'ont jamais été entièrement divulgués. Les documents sur la contamination semblent avoir été mal gérés. Je conseille vivement de ne prendre aucune mesure qui attirerait l'attention sur cette propriété. La réponse de Thomas, alors nous ne faisons rien et espérons que ça reste enterré.
Si quelqu'un pose des questions, nous prétendons l'ignorance. Le partenariat a été dissous il y a 40 ans. Père est parti. Il n'y a aucune piste qui remonte à nous. Il savait, dit Pierre. Peut-être pas pour la fraude initiale, mais il savait qu'il y avait une contamination qui avait été dissimulée, et il a choisi de protéger la réputation de sa famille plutôt que de faire quoi que ce soit. Antoine posa les papiers, le visage sombre. Si ça devient public, la carrière de Thomas Dubois est terminée. Il se battra comme un diable pour garder sa secret. C'est pourquoi Louis avait peur, dit Michel. Il mentionne être surveillé dans ses dernières entrées de journal. Quelqu'un savait qu'il avait des informations. Pierre pensa aux photographies montrant la surveillance de la maison de Louis. Le ton paranoïaque de ses dernières entrées. Tu penses que les Dubois savaient que Louis avait des preuves? Ils le suspectaient? Peut-être, dit Antoine. Assez pour le surveiller. Quand il a disparu, ils ont probablement supposé que le problème s'était réglé de lui-même. Jusqu'à maintenant, dit Pierre. Jusqu'à ce que j'ouvre ce garage. Ils restèrent en silence, le poids de la situation pesant sur eux. La découverte miraculeuse de Pierre était venue avec des conditions dangereuses qui le reliaient à des gens puissants qui avaient beaucoup à perdre. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Antoine. Pierre regarda les voitures, puis la lettre de Louis dans sa main. Il pensa à l'inquiétude distante de sa fille, à l'absence de son fils, à sa propre invisibilité dans le monde. Il pensa à Monique et aux valeurs selon lesquelles elle avait vécu. Il pensa à 550 enfants scolarisés sur un sol empoisonné. Je vais faire ce que Louis a demandé, dit Pierre. Je vais dire la vérité. Michel hocha lentement la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. Antoine étudia Pierre un long moment, puis lui tendit la main. Alors tu auras besoin d'aide. Je connais des gens au département régional de l'environnement, des journalistes qui font du vrai travail d'investigation. Si on doit le faire, on le fait bien. Documenter tout. Construire un dossier en béton. Rendre impossible de l'ignorer ou de l'étouffer. Pierre serra la main d'Antoine, reconnaissant. Merci. Ne me remercie pas encore, dit Antoine. Ça va devenir moche. Les Dubois vont s'en prendre à toi avec tout ce qu'ils ont. Tu dois être prêt pour ça. Je sais. Pierre toucha la chaîne autour de son cou où pendait l'alliance de Monique. Mais certaines choses valent la peine de se battre. Au cours des 3 jours suivants, les 3 hommes travaillèrent systématiquement. Antoine apporta du matériel de photographie professionnelle et documenta chaque voiture, chaque document, chaque élément de preuve. Michel organisa les matériaux chronologiquement, créant une chronologie claire qui serait facile à suivre pour les autorités. Pierre relut le journal de Louis à plusieurs reprises, cherchant des indices ou un contexte supplémentaire. Ils découvrirent que les chiffres entourés dans le journal de Louis correspondaient à des voitures spécifiques de la collection, à leur position dans le garage. En suivant ce système, ils fouillèrent chaque véhicule indiqué à la recherche de compartiments cachés ou de preuves supplémentaires. La voiture numéro 3, une Ford Mustang de 1965 immaculée en bleu profond, livra la découverte suivante. Derrière un faux panneau dans le coffre, ils trouvèrent une autre boîte en métal contenant des registres financiers, des relevés bancaires, des reçus de virements et des grands livres tenus avec la méticulosité de Louis. Les documents brossaient un tableau détaillé des flux d'argent du projet des Berges. Des dépôts initiaux d'investisseurs totalisant plus de 40 millions d'euros avaient été transférés sur les comptes du partenariat de développement. Mais ensuite, la piste devenait trouble. D'importants retraits, souvent par tranches juste en dessous des seuils de déclaration, avaient été déplacés vers divers comptes. Les annotations de Louis rendaient le stratagème clair. SD a siphonné des fonds systématiquement, créé des sociétés écrans de conseil, s'est payé lui-même et ses associés. Les investisseurs n'ont jamais su où allait vraiment leur argent. Au moment où le projet s'est effondré, plus de 8 millions d'euros avaient disparu. La contamination était une excuse. Stéphane voulait que ça échoue. Il avait déjà tiré son profit. Pierre se sentit mal en lisant cela. Des investisseurs, probablement des gens ordinaires essayant d'assurer leur retraite ou de se constituer un patrimoine, avaient été systématiquement volés par un homme en qui ils avaient confiance. Mais il y avait plus. Une lettre écrite par Stéphane Dubois à Louis Mercier, datée de décembre 1981. Le ton était désinvolte, presque amical, ce qui rendait le contenu plus glaçant.
Louis, je comprends que tu as des doutes sur notre arrangement. Laisse-moi être clair. Nous sommes dans le même bateau. Ta signature est sur chaque document, chaque dossier, chaque rapport soumis à la commission d'urbanisme. Si je tombe pour fraude, tu tombes avec moi. Ta femme, ta réputation, ta vie confortable. Tout ça disparaît. C'est vraiment ce que tu veux? Sois malin. Tais-toi. Dans quelques années, tout ça sera oublié, et nous passerons tous les deux à autre chose. Ne fais pas de moi un ennemi. Tu n'aimeras pas les conséquences. La menace était sans équivoque. Louis avait été piégé, assez complice pour faire face à des poursuites, mais pas assez corrompu pour être à l'aise avec le silence. Ça a dû le ronger pendant des décennies. Michel découvrit un autre document qui compliquait leur situation. Un brouillon de lettre de Louis au procureur général de l'État, daté de 2009, mais apparemment jamais envoyé. Dedans, Louis confessait tout, son rôle dans la fraude, le stratagème de Stéphane, le terrain contaminé, tout. En bas, à l'encre différente, Louis avait écrit « J'ai écrit ça 100 fois. Je ne l'ai jamais envoyé. Je suis un lâche. Mais quelqu'un surveille ma maison. Voiture noire, plaques différentes à chaque fois, les deux mêmes hommes. Ils savent que j'ai des informations. Si je disparais, cette lettre est mon testament. J'étais faible, mais j'ai essayé à la fin d'être meilleur. Il savait qu'ils étaient après lui, dit doucement Antoine. C'est pour ça qu'il a créé cette chasse au trésor élaborée. Il ne pouvait pas se manifester lui-même, mais il pouvait tout organiser pour que quelqu'un d'autre trouve tout après son départ. Le téléphone de Pierre sonna, les surprenant tous. Il ne reconnut pas le numéro, mais répondit quand même. « Monsieur Duval ?» Une voix de femme, professionnelle et efficace. Ici Christine Durand du bureau du cadastre départemental. J'appelle au sujet d'une propriété que vous avez récemment acquise aux enchères, 1847 route de l'ancienne minoterie. Le rythme cardiaque de Pierre s'accéléra. Oui. Il semble y avoir une anomalie dans les registres de propriété. Je dois fixer un rendez-vous pour venir inspecter la propriété et vérifier le contenu. Est-ce que demain après-midi vous conviendrait? Quel genre d'anomalie? Demanda Pierre prudemment. Juste une vérification de routine. L'annonce était assez vague. Nous devons nous assurer d'une évaluation correcte pour les impôts. Quelque chose dans son ton semblait faux, trop lisse, trop préparé. Pierre prit une décision rapide. En fait, je suis hors de la ville pour la semaine prochaine. Pouvons-nous fixer quelque chose à mon retour? Une pause. Monsieur Duval, c'est urgent. Je pourrais passer même si vous n'êtes pas présent. Je préférerais être là. J'appellerai votre bureau à mon retour. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Michel et Antoine le fixaient. Ce n'était pas du département, dit Pierre. Je ne sais pas qui c'était, mais quelque chose clochait. Antoine sortit son téléphone et appela le bureau du cadastre départemental. Après une brève conversation, il raccrocha, le visage sombre. Il n'y a pas de Christine Durand qui travaille là-bas, et ils n'ont aucune trace d'une inspection prévue pour votre propriété. Quelqu'un sait, dit Michel. Quelqu'un sait que tu as trouvé le garage. L'esprit de Pierre s'emballa. La vente aux enchères avait été publique, son nom sur les registres. Quiconque vérifiait ces registres verrait que le lot 47 avait été vendu. Si les Dubois surveillaient cette propriété ou s'ils avaient quelqu'un au bureau départemental qui leur donnait des informations, ils sauraient que quelqu'un l'avait réclamé. Nous devons agir plus vite, dit Pierre. Transmettre les preuves aux bonnes personnes avant que quiconque puisse interférer. Antoine hocha la tête. Je vais contacter mon ami au département régional de l'environnement. Il s'appelle Ken Yamamoto. Nous avons servi au Vietnam ensemble. Il est honnête, compétent, et il ne doit aucune faveur aux Dubois. Et les médias? Demanda Michel. Si ça devient public, c'est plus difficile à étouffer. Je connais une journaliste, dit Antoine. Judith Yang à la Dépêche du Centre. Elle a déjà fait des enquêtes sur la corruption politique. Ça l'intéresserait. Ils travaillèrent tard dans la soirée, préparant plusieurs copies de tout. Antoine emporta une série chez lui pour la mettre en sécurité. Michel sécurisa une autre série dans son coffre-fort à la banque.
Pierre garda les originaux enfermés dans le coffre de la Shelby. Quand ils quittèrent enfin le garage cette nuit-là, Pierre se sentit paranoïaque, vérifiant la route derrière eux. Chaque voiture semblait suspecte, chaque ombre menaçante. C'était une nouvelle expérience, avoir quelque chose d'assez précieux pour que des gens veuillent le lui prendre. De retour dans sa petite maison, Pierre ne put dormir. Il resta au lit, fixant le plafond, pensant à la bifurcation qui s'offrait à lui. Il pouvait encore reculer, vendre les voitures discrètement, prendre l'argent et laisser les secrets de Louis enterrés. Personne ne le blâmerait. C'était un vieil homme qui avait assez souffert. Il méritait la paix et la sécurité. Mais chaque fois qu'il y pensait, il pensait à ses enfants de l'école primaire des Berges. Et si la contamination était toujours active? Et si des enfants étaient exposés au plomb ou à l'arsenic tous les jours, souffrant d'effets sur la santé qui n'apparaîtraient que des années plus tard? Comment pourrait-il vivre avec lui-même, sachant qu'il s'était tu pour protéger son propre confort? Le matin apporta des nouvelles inattendues. Pierre se réveilla avec son téléphone vibrant d'un SMS de Michel. Allume France 3. Quelque chose se passe à l'école primaire des Berges. Pierre chercha à tâtons la télécommande, le cœur battant. Les informations locales montraient des images aériennes de l'école. Des véhicules d'urgence étaient dispersés sur le parking. Un journaliste se tenait devant le bâtiment, parlant d'urgence dans un microphone. Troisième enfant cette semaine à être hospitalisé avec des symptômes inexpliqués. Les parents exigent des réponses sur la cause de ces maladies. L'inspection académique a publié une déclaration disant qu'ils enquêtent, mais de nombreux parents gardent leurs enfants à la maison jusqu'à ce qu'ils obtiennent plus d'informations. Pierre s'assit lourdement sur son canapé, la télécommande glissant de ses doigts. Ça arrivait. La contamination, si c'était bien ça, rendait des enfants malades maintenant, pas dans un futur théorique. Son téléphone sonna. Antoine, tu as vu les nouvelles? Je regarde ça maintenant, dit Pierre, la voix creuse. Ça change les choses. On ne peut pas attendre les voies bureaucratiques. Ces enfants ont besoin d'aide immédiatement. Que fait-on? J'appelle Ken Yamamoto tout de suite, et Judith Yang. Ça doit sortir aujourd'hui. Antoine fit une pause. Pierre, une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Es-tu prêt? Pierre pensa à Monique, aux valeurs qu'elle avait enseignées à leurs enfants, à la personne qu'ils voulaient être. Je suis prêt. En moins de 2 heures, il rencontrait Ken Yamamoto dans un café à Tours, à 40 minutes de la ville de Pierre. Ken était au début de la soixantaine, un homme compact avec des cheveux gris et des yeux stables et intelligents. Il écouta sans interrompre pendant qu'Antoine expliquait la situation et que Pierre présentait les documents. Ken étudia attentivement les rapports environnementaux, comparant les résultats de contamination authentique avec les rapports propres falsifiés qui avaient été soumis à la commission d'urbanisme. Son expression s'assombrit à mesure qu'il lisait. C'est criminel, dit-il finalement. Pas seulement de la fraude. C'est de la mise en danger. Si cette contamination n'a jamais été dépolluée et que des enfants ont été exposés. Il regarda Pierre. Êtes-vous certain que ces documents sont authentiques? Ils proviennent des dossiers personnels de Louis Mercier. Tout est documenté, daté, avec des références croisées. Il tenait des registres méticuleux. Ken sortit son téléphone. J'appelle le bureau régional de la Drille tout de suite. Ils peuvent faire prélever des échantillons de sol de l'école en quelques heures. Si la contamination est active, nous pouvons obtenir des ordonnances d'urgence pour fermer l'école et commencer la dépollution immédiatement. Pendant que Ken passait ses appels, sortant pour plus d'intimité, Antoine envoya un SMS à Judith Yang, la journaliste. Elle répondit immédiatement, demandant à le rencontrer cet après-midi. Michel se pencha vers Pierre. Tu fais ce qu'il faut. Je l'espère, dit Pierre. Je n'arrête pas de penser à ce que ça va faire à la réputation de Louis. Il était complice de cette fraude, même s'il a été menacé pour se taire. Il était complice, acquiesça Michel. Mais il a passé le reste de sa vie à essayer de réparer les choses. Il a créé cette collection, cette chasse au trésor spécifiquement pour que la vérité éclate. Ça vaut quelque chose. Ken revint, le visage déterminé. La Drille prend ça au sérieux. Il mobilise une équipe pour prélever des échantillons de sol cet après-midi. Avec les hospitalisations dans les nouvelles,
il traite ça comme une urgence. Les résultats devraient être disponibles dans les 48 heures. Et les documents impliquant les Dubois? Demanda Pierre. Ça va au bureau du procureur général de l'État. Je connais quelqu'un là-bas, une procureure spécialisée dans les affaires de corruption. Elle voudra voir tout ce que vous avez. Ken regarda Pierre sérieusement. Monsieur Duval, je dois vous avertir. Les Dubois sont une famille puissante avec de nombreuses relations. Une fois que ça deviendra public, ils s'en prendront à vous. Ils attaqueront votre crédibilité, fouilleront dans votre passé, vous rendront la vie difficile. Je comprends. Vraiment? Parce que j'ai vu ce qui arrive quand des gens ordinaires s'attaquent aux riches et aux puissants. Ce n'est pas joli. La voix de Ken s'adoucit. J'admire ce que vous faites, mais assurez-vous d'être préparé aux conséquences. Pierre pensa à son compte en banque vide, à ses relations tendues avec ses enfants, à son existence anonyme. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Mais ces enfants à cette école, ils ont tout l'avenir devant eux. Cet après-midi-là, ils rencontrèrent Judith Yang dans un parc à mi-chemin entre Tours et la ville de Pierre. Elle avait la quarantaine, le regard vif et direct, portant un sac en bandoulière usé rempli de carnets et de matériel d'enregistrement. Pierre lui raconta l'histoire depuis le début, la vente aux enchères, la découverte des voitures, les preuves cachées de Louis, la contamination. Judith prit des notes rapidement, posant des questions pointues, vérifiant les dates et les détails. « Je peux enregistrer ?» demanda-t-elle en sortant un petit enregistreur numérique. Pierre hésita, puis hocha la tête. Oui. Pendant l'heure qui suivit, il lui donna le compte-rendu complet, lui montrant des copies des documents clés. Les questions de Judith étaient dures mais justes, cherchant des failles dans l'histoire ou des incohérences dans les preuves. Elle était particulièrement intéressée par les emails montrant la connaissance de Thomas Dubois de la contamination. « Si je publie cette histoire, dit Judith prudemment, le sénateur Dubois niera tout. Il dira que ces documents sont fabriqués ou sortis de leur contexte. Il vous accusera d'avoir des arrière-pensées, d'essayer d'extorquer de l'argent à sa famille, peut-être. Êtes-vous préparé à ça? Je ne demande rien aux Dubois, dit Pierre. Je veux juste que la vérité soit connue. La vérité va détruire sa carrière, dit Judith. Peut-être sa liberté si les procureurs engagent des poursuites. Un homme comme ça ne se laisse pas faire sans se battre. Pierre la regarda droit dans les yeux. Alors je suppose qu'il n'aurait pas dû dissimuler des preuves que des enfants étaient empoisonnés. Judith sourit légèrement. Je vais publier cette histoire. Elle sera en ligne demain matin, imprimée le lendemain. Une fois qu'elle sera sortie, attendez-vous au chaos. Alors qu'il se préparait à quitter le parc, le téléphone de Pierre sonna. Un numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à le faire. Monsieur Duval, une voix d'homme, douce et professionnelle. Mon nom est Maître Bernard. Je suis un avocat représentant la famille Dubois. Je comprends que vous êtes entré en possession de certains biens ayant appartenu à Louis Mercier. L'estomac de Pierre se noua. Il mit le téléphone sur haut-parleur pour que les autres puissent entendre, et Michel ouvrit rapidement une application d'enregistrement sur son propre téléphone. J'ai acheté une propriété lors d'une vente aux enchères légales, dit prudemment Pierre. Bien sûr, bien sûr. Personne ne conteste la légalité de votre achat. Mais j'appelle pour discuter de certains documents qui ont pu être inclus avec cette propriété. Des documents qui contiennent certaines, disons, allégations sur la famille de mon client. Je n'ai fait aucune allégation. Pas encore, dit Maître Bernard, son ton se durcissant légèrement. Mais j'entends des rumeurs selon lesquelles vous avez montré ces documents à diverses personnes, des fonctionnaires, des journalistes peut-être. Y a-t-il un but à cet appel? Le but, monsieur Duval, est que poursuivre cette affaire serait imprudent. Ces allégations concernent des événements d'il y a des décennies concernant des personnes aujourd'hui décédées. Les déterrer ne causera que de la douleur et ne servira aucun but utile. Des enfants sont à l'hôpital, dit Pierre. Ça me semble plutôt utile. La voix de Maître Bernard se durcit. Ces hospitalisations n'ont rien à voir avec une prétendue contamination d'il y a 40 ans. Vous n'êtes pas un scientifique, monsieur Duval. Vous n'êtes pas qualifié pour faire ces déterminations. C'est pourquoi j'ai contacté la Drille, dit Pierre. Laissez-les faire la détermination. Je vois.
Une pause. Monsieur Duval. Laissez-moi être franc avec vous. Vous êtes un homme aux moyens limités. Les batailles juridiques sont chères. Très chères. Mon client est prêt à engager des poursuites pour diffamation, ingérence dans les relations commerciales, et toute autre cause d'action que notre équipe pourra identifier. Vous pourriez tout perdre, y compris ces voitures que vous avez acquises. Est-ce une menace? C'est un retour à la réalité. Vous jouez dans une ligue bien au-dessus de votre expérience. Partez maintenant. Vendez vos voitures discrètement et vivez votre vie. C'est le choix intelligent. La colère de Pierre montait. Et si je ne le fais pas? Alors vous découvrirez que l'examen minutieux va dans les deux sens. Votre fils Léo, par exemple. Il a un casier judiciaire assez intéressant. Possession de drogue, violation de probation. Il serait malheureux que certaines autorités soient encouragées à examiner de plus près ses activités récentes. La main de Pierre se serra sur le téléphone. N'osez pas mêler mon fils à ça. Personne ne mêle personne à quoi que ce soit, monsieur Duval. Je souligne simplement que les enquêtes ont tendance à s'étendre une fois qu'elles commencent. Vous commencez à enquêter sur la famille de mon client. Peut-être que nous commencerons à enquêter sur la vôtre. C'est juste comme ça que ça marche. Nous avons terminé, dit Pierre, sa voix tremblant de fureur. Réfléchissez bien avant de faire quelque chose que vous regretterez. Mon client est prêt à être raisonnable, mais cette fenêtre ne restera pas ouverte éternellement. Maître Bernard raccrocha. Pierre resta là, le téléphone à la main, tremblant de colère et de peur. Michel lui posa une main sur l'épaule. Il essaie de t'intimider. C'est tout ce que c'était. Il a menacé Léo. Avec quoi? Demanda Antoine. Les anciennes accusations de Léo. C'est fini. Classé. Ils ne peuvent pas les rouvrir sans motif. Judith tapait rapidement sur son téléphone. Cet appel était de l'intimidation de témoins. Vous l'avez enregistré, n'est-ce pas? Michel leva son téléphone. Chaque mot. Bien. Judith finit de taper et leva les yeux. J'avance ma date de publication. Cette histoire sort ce soir. Une fois qu'elle sera publique, toute représaille deviendra évidente. Le téléphone de Pierre vibra d'un SMS. Son cœur bondit quand il vit que c'était de Léo. Papa, on peut parler? C'est important. Son fils, le garçon, un homme maintenant. Il l'avait si souvent déçu. L'addiction, la déception, la distance entre eux. Et maintenant les Dubois le menaçaient. Pierre s'éloigna du groupe, les mains tremblantes alors qu'il composait le numéro de Léo. Le téléphone sonna 3 fois avant que Léo ne réponde. Papa? Léo, ça va? Ça va. Mieux que bien, en fait. C'est pour ça que j'appelle. La voix de Léo semblait différente, plus claire, plus forte. Papa, je suis sobre depuis 9 mois. Je vais à des réunions, je suis le programme. J'ai un travail dans un atelier de restauration à Saumur. Je vais mieux. Pierre sentit des larmes lui monter aux yeux. Léo, c'est merveilleux. Je suis si fier de toi. Je voulais te le dire en personne, mais je n'arrêtais pas de repousser. J'avais peur que tu ne me crois pas. Que je te déçoive encore. Léo fit une pause. Chloé m'a dit que tu avais acheté une propriété aux enchères. Elle pensait que tu t'étais peut-être fait arnaquer ou quelque chose comme ça. Je voulais prendre de tes nouvelles. La gorge de Pierre se serra. Ses enfants qui le contactaient au moment exact où il en avait le plus besoin. Je ne me suis pas fait arnaquer. C'est compliqué, mais... Léo, où es-tu en ce moment? Je suis à Saumur, à environ 1 heure de toi. Pourquoi? Peux-tu venir ici à Tours? Je suis au parc de la Gloriette et j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de t'expliquer certaines choses. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, fils, viens. Je te promets que je t'expliquerai tout. Il y eut une longue pause. D'accord, je peux être là dans 1 heure. Pierre retourna vers le groupe, s'essuyant les yeux. Mon fils arrive. Il est sobre depuis 9 mois.
Michel sourit. C'est une bonne nouvelle, Pierre. Une très bonne nouvelle. Les Dubois l'ont menacé. Ils vont fouiller dans son passé, et essayer de l'utiliser contre moi. Alors nous nous assurons qu'ils ne le peuvent pas, dit Judith. Mon article inclura la tentative d'intimidation. Je brosserai un tableau clair. Famille puissante essayant de faire taire un lanceur d'alerte en menaçant son fils en voie de guérison. Ce n'est pas une bonne image pour un sénateur de la région. Ils attendirent dans le parc. Antoine acheta du café dans un café voisin. Michel appela sa femme pour lui dire qu'il serait en retard. Pierre fit les 100 pas, surveillant le parking. Ses émotions étaient un enchevêtrement de peur, de colère et d'espoir. 53 minutes plus tard, une vieille Honda entra dans le parking. Le souffle de Pierre se coupa quand Léo en sortit. Son fils avait l'air différent, en meilleure santé, ses yeux clairs, ses mouvements déterminés plutôt que l'incertitude nerveuse dont Pierre se souvenait de leur dernière rencontre il y a 2 ans. Léo se dirigea vers eux, et Pierre le rejoignit à mi-chemin. Ils se tinrent face à face maladroitement pendant un moment, des années de douleur et de déception entre eux. Puis Pierre attira son fils dans ses bras. « Je suis désolé, » dit Pierre dans l'épaule de Léo. « D'avoir abandonné l'espoir pour toi, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. »« Papa, tu n'as jamais abandonné, » dit Léo, sa propre voix épaisse d'émotion. « J'ai abandonné moi-même, mais je suis de retour maintenant. Je suis vraiment de retour. » Ils se séparèrent, tous deux s'essuyant les yeux. Pierre présenta Léo aux autres. Puis ils s'assirent à une table de pique-nique pendant que Pierre expliquait tout. Le garage, les voitures, les preuves de Louis, la contamination, les menaces des Dubois. Léo écouta attentivement, son expression devenant plus sérieuse. Quand Pierre eut fini, Léo resta silencieux un long moment. « Papa, je dois te dire quelque chose sur les Dubois. » L'estomac de Pierre se serra. « Quoi à leur sujet ? Il y a 3 ans, quand j'étais au plus bas, j'ai travaillé pour eux. C'était juste du travail d'entretien, rien d'important. Mais j'étais à l'ancien domaine de Stéphane Dubois, celui qu'ils ont vendu il y a quelques années. Ils m'ont fait vider le sous-sol avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession. Et il y avait ces vieilles boîtes d'archives. Le régisseur du domaine m'a dit de les détruire. De les jeter dans l'incinérateur. Ne pas les regarder. Juste les brûler. J'étais défoncé la plupart du temps, alors j'ai fait ce qu'on m'a dit. Léo sortit son téléphone, faisant défiler des photos. Mais j'ai gardé un dossier. Je pensais que je pourrais peut-être vendre des documents à un collectionneur ou quelque chose comme ça. Je ne réfléchissais pas droit. Puis je suis allé en cure de désintoxication et j'ai oublié. C'est resté dans une boîte dans mon appartement tout ce temps. Il montra à Pierre une photo sur son téléphone, une chemise cartonnée, usée et tachée avec « Confidentiel Berge » écrit sur l'onglet à l'encre passée. Le cœur de Pierre battait à tout rompre. « Tu l'as toujours ? » ?»« Ouais, c'est dans mon appartement. Je ne l'ai jamais ouvert. J'avais honnêtement oublié son existence jusqu'à ce que Chloé mentionne que tu avais acheté une propriété. Puis j'ai commencé à penser à ces boîtes, au Dubois. » Léo regarda son père. « C'est lié, n'est-ce pas ? » « C'est peut-être la pièce manquante, » dit Antoine en se penchant en avant. « La documentation complète de la dissimulation. »« Je peux l'avoir, » dit Léo. « Je peux rentrer chez moi tout de suite et le ramener. »« Attends. » Judith leva la main. « Si les Dubois savent que Pierre enquête, ils surveillent peut-être ses associés. »« Léo, est-ce que ton adresse figure sur des documents légaux liés à Pierre ? » ?»« Je ne pense pas. Nous n'avons pas eu beaucoup de contacts jusqu'à récemment. »« Bien, mais sois prudent quand même. Prends le dossier. Ne dis à personne ce que tu fais et reviens directement. » Elle écrivit son numéro sur une carte. « Si quelque chose te semble bizarre, quoi que ce soit, tu m'appelles immédiatement. » Léo hocha la tête, se levant. Pierre se leva avec lui, saisissant les épaules de son fils. « Léo, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu reconstruis ta vie. Je ne veux pas te mettre en danger. » Léo croisa le regard de son père, et Pierre y vit de la détermination. « Papa, pour la première fois depuis des années, je peux réellement aider à quelque chose. Je peux faire quelque chose de bien. Laisse-moi faire ça. » Ils s'embrassèrent à nouveau, Pierre retenant ses larmes.
Son fils en difficulté, blessé, se montrait à la hauteur au moment le plus important. Après le départ de Léo, le groupe se déplaça dans un bistrot voisin, trouvant une banquette dans un coin où ils pouvaient parler en privé. Judith écrivait déjà son article sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Ken passa d'autres appels, se coordonnant avec l'équipe de la drill à l'école primaire des Berges. Ils ont prélevé des échantillons à plusieurs endroits autour de l'école, rapporta Ken. Aire de jeu, terrain de sport, près des fondations. Ils priorisent l'analyse. Pierre toucha à peine son café. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, attendant des nouvelles de Léo. Les minutes s'étiraient. Finalement, 90 minutes plus tard, Léo envoya un SMS, « Je l'ai. Je reviens. » Pierre expira de soulagement. Michel lui serra l'épaule. « Tu vois ? Tout va bien. » Mais 40 minutes plus tard, un autre SMS de Léo glaça le sang de Pierre. « Papa, il y a une voiture noire qui me suit. La même est derrière moi depuis 20 kilomètres. » Les mains de Pierre tremblaient alors qu'il tapait en réponse. « Où es-tu ? » Route départementale des 47 en direction du sud vers Tours. Judith leva les yeux de son ordinateur portable. « Dis-lui d'aller à la caserne de gendarmerie sur la route départementale des 47. C'est à environ 15 kilomètres au sud de Saumur. S'ils le suivent vraiment, ils ne le suivront pas là-bas. » Pierre relaya le message. De longues minutes passèrent sans réponse. Pierre fixa son téléphone, suppliant qu'il vibre. Les autres le regardaient, sentant sa panique monter. Finalement, à la caserne. La voiture est passée quand j'ai tourné. Je vais bien. Le soulagement de Pierre fut si intense qu'il se sentit étourdi. Il est en sécurité. Il est à un poste de gendarmerie. Dis-lui de rester là, dit Judith. Nous allons le rejoindre. Ils s'entassèrent dans la camionnette d'Antoine. Antoine conduisait avec le calme exercé de quelqu'un qui avait vu le combat. Le trajet jusqu'à la caserne de gendarmerie prit 30 minutes. Pierre, agrippé au tableau de bord tout le temps. La vieille Honda de Léo était garée sur le parking des visiteurs. Pierre courut pratiquement à l'intérieur, trouvant son fils assis dans le hall, une chemise cartonnée sur les genoux. Léo se leva en voyant Pierre, et ils s'embrassèrent à nouveau. « Je vais bien, papa. » Juste effrayé. Un gendarme s'approcha. « Vous allez bien ? Votre fils a dit qu'il pensait être suivi. » Antoine s'avança en douceur. « Nous sommes impliqués dans une enquête environnementale. Il y a eu de l'intimidation. Nous sommes prudents. » Le gendarme fronça les sourcils. « Vous voulez déposer une plainte ? » Pas encore, dit Judith. Mais si ça ne vous dérange pas, nous aimerions examiner ces documents ici, où c'est sûr. Le gendarme leur trouva une salle de conférence. Ils étalèrent le contenu du dossier de Léo sur la table. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages, des mémos internes, des registres financiers, et le plus accablant de tous, une lettre manuscrite de Stéphane Dubois à un associé. Antoine la lut à voix haute. La situation Mercier est contenue pour l'instant, mais le vieil imbécile devient imprévisible. Il a menacé de tout rendre public plusieurs fois. J'ai clairement indiqué ce qui se passerait s'il le faisait, mais je ne suis pas sûr que la peur le retiendra beaucoup plus longtemps. Nous devons envisager des solutions plus permanentes s'il devient une menace active. La date sur la lettre était octobre 2010, un mois avant la disparition de Louis. La pièce devint silencieuse. Pierre se sentit mal. Ils l'ont tué. Les Dubois ont tué Louis pour le faire taire. Nous ne le savons pas avec certitude, dit prudemment Ken. Mais cette lettre combinée à la disparition de Louis, c'est quelque chose que la police judiciaire doit enquêter. Judith photographiait chaque page. C'est ça. C'est l'histoire. Une dynastie politique bâtie sur la fraude, la corruption, et peut-être le meurtre. La contamination est presque secondaire. La contamination est la raison pour laquelle nous sommes ici, dit sèchement Pierre. Ces enfants comptent plus que de faire tomber un politicien. Vous avez raison, dit Judith. Mais c'est ainsi que nous nous assurons que la vérité éclate et reste connue. Thomas Dubois ne peut pas étouffer ça s'il s'agit d'un meurtre potentiel, pas seulement de crimes environnementaux d'il y a 40 ans. Pierre regarda son fils, les yeux clairs et les mains stables de Léo.
Son garçon avait été à la hauteur quand c'était important. Après des années de déception et de chagrin, Léo s'était prouvé à lui-même. Et maintenant? Demanda Pierre. Maintenant, on finit le travail, dit Ken. On remet tout au procureur général de l'État. On publie l'histoire, et on laisse la justice suivre son cours. Ce soir-là, ils se rassemblèrent à la maison de Michel, l'endroit le plus sûr auquel ils pouvaient penser. La femme de Michel, Catherine, prépara du café et des sandwichs, comprenant sans qu'on le lui dise que quelque chose de grave se passait. La table de la salle à manger devint leur salle de guerre, couverte de documents, d'ordinateurs portables et de téléphones. Judith envoya son article à son rédacteur en chef à minuit. Il sera en ligne à 6 heures du matin, dit-elle. Une fois que ce sera sorti, impossible de remettre le génie dans la bouteille. Ken avait passé des heures au téléphone avec le bureau du procureur général de l'État. Une procureure nommée Hélène Moreau, sans lien avec le propriétaire de Pierre, était mise au courant de l'affaire. Elle voulait voir toutes les preuves à la première heure le lendemain matin. Pierre ne pouvait pas dormir. Il s'assit sur le porche arrière de Michel, enveloppé dans une veste empruntée contre l'air frais de la nuit, regardant les étoiles apparaître dans le ciel clair. Léo le rejoignit, portant 2 tasses de café. « Tu n'arrives pas à dormir non plus » demanda Léo, s'asseyant à côté de son père. « Trop de choses qui me trottent dans la tête. » Ils s'assirent dans un silence confortable pendant un moment. Finalement, Léo parla. « Papa, je dois dire quelque chose à propos de maman. » La poitrine de Pierre se serra. Il n'avait pas vraiment parlé de Monique depuis sa mort. Pas honnêtement, pas de la douleur. Je n'étais pas là quand elle avait besoin de moi, continua Léo, sa voix rauque. J'étais trop profond dans mon addiction, trop absorbé par mes propres problèmes. Elle est morte, et je n'étais pas là pour lui dire au revoir. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre. Elle savait que tu l'aimais, dit Pierre. Elle n'a jamais cessé de croire que tu retrouverais ton chemin. As-tu cessé de croire? En moi, je veux dire. Pierre envisagea de mentir, d'offrir un réconfort facile. Mais Léo méritait l'honnêteté. Il y a eu des moments où j'ai perdu espoir. Des moments où j'ai pensé t'avoir perdu pour toujours. Je suis désolé pour ça. Ne le sois pas. Je t'ai donné plein de raisons d'abandonner. Léo sirota son café. Mais je suis là maintenant, et je veux être le fils que toi et maman méritiez. En commençant par ça, en t'aidant à aller jusqu'au bout. Pierre passa son bras autour des épaules de Léo, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Tu le es déjà, fils. Tu le es déjà. À l'intérieur, l'ordinateur portable de Judith sonna d'une alerte. Elle cria, l'article est en ligne. Ils se pressèrent autour de l'écran. Le titre disait, la famille d'un sénateur de la région liée à une fraude vieille de plusieurs décennies, une dissimulation environnementale et un possible homicide. En dessous, la signature de Judith et une photo de l'école primaire des Berges. L'article était complet, soigneusement sourcé et dévastateur. Judith avait tout inclus, la fraude initiale, le terrain contaminé, la lettre menaçante de Stéphane Dubois, les emails de Thomas Dubois montrant sa connaissance de la dissimulation, et la suggestion que la disparition de Louis Mercier n'était peut-être pas volontaire. Elle a inclus mon enregistrement de l'appel de Maître Bernard, remarqua Pierre en voyant la partie où il menaçait Léo. Domaine public maintenant, dit Judith avec satisfaction. Laissez-les essayer de vous intimider après ça. Le téléphone de Pierre se mit à vibrer presque immédiatement. Des numéros inconnus, probablement des journalistes. Il le mit en sourdine. Le nom de Chloé apparut sur l'écran et il répondit à celui-là. Papa? Papa, qu'est-ce qui se passe? Je vois ton nom dans les nouvelles. Quelque chose à propos de fraude environnementale et de voitures anciennes. Est-ce que ça va? Pierre retourna sur le porche, expliquant aussi simplement qu'il le pouvait. Elle écouta, haletant parfois ou interrompant avec des questions. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Demanda-t-elle quand il eut fini. Papa, j'aurais pu aider. J'aurais pu. Je sais, ma chérie. Je suis désolé. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis ta fille. M'inquiéter pour toi fait partie du travail. Sa voix s'adoucit. Es-tu en sécurité? Ces gens ont l'air dangereux.
Je suis en sécurité. Je suis à la maison de Michel avec plusieurs amis. Léo est là aussi. Léo? Surprise dans sa voix. Comment va-t-il? Sobre, fort. Il a été incroyable pendant tout ça. Pierre fit une pause. Chloé, j'aurais dû plus vous contacter, tous les deux. Après la mort de votre mère, je me suis perdu pendant un moment. Nous tous, papa. Mais nous sommes toujours une famille. Nous aurions dû être là les uns pour les autres. Elle hésita. Je descends. Ne discute pas. Je fais déjà mes valises. Je serai là demain midi. Chloé, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Je te vois demain. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. À 3 heures du matin, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Les parents de l'école primaire des Berges organisaient des manifestations, exigeant des réponses immédiates. L'inspection académique avait annoncé une fermeture d'urgence en attendant les résultats de la drill. Les médias nationaux reprenaient l'histoire. À 4 heures du matin, le bureau de Thomas Dubois publia une déclaration. Le sénateur Dubois nie catégoriquement ces allégations sans fondement. Les accusations sont politiquement motivées et reposent sur des documents fabriqués. Le sénateur a pleine confiance qu'une enquête approfondie lavera son nom et exposera cette campagne de diffamation pour ce qu'elle est. Ils vont se battre, observa Antoine. Laissez-les faire, dit Ken, les résultats de la drill parleront d'eux-mêmes. L'aube arriva avec plus de nouvelles. Le procureur général de l'État ouvrait une enquête formelle. La police judiciaire se penchait sur d'éventuelles accusations d'obstruction à la justice liées à l'appel téléphonique menaçant, et la drill avait des résultats préliminaires de l'école primaire des Berges. Le téléphone de Ken sonna. Il répondit, écouta, son expression devenant grave. Il raccrocha et se tourna vers eux. La contamination est réelle. Niveau de plomb 3 fois supérieur au seuil acceptable. Arsenic présent dans le sol près de l'aire de jeu. Il recommande une fermeture permanente immédiate et une dépollution complète. La pièce devint silencieuse. Pierre ressentit à la fois de la justification et de l'horreur. Il avait eu raison. Des enfants avaient été en danger. Mais le savoir réel rendait les choses pires en quelque sorte, plus concrètes. Ces hospitalisations, dit doucement Judith. C'était probablement un empoisonnement au plomb. La drill recommande des dépistages de santé pour tous les élèves actuels et anciens, ajouta Ken. Ça va être une réponse de santé publique massive. Pierre pensa à Louis, mort ou tué sans jamais voir la justice. Mais la vérité était enfin sortie. Les enfants seraient protégés. Le terrain serait nettoyé. Le matin apporta le chaos. Le téléphone de Pierre sonnait constamment, des journalistes demandant des interviews. Des camionnettes de télévision apparurent devant la maison de Michel, des caméras pointées sur les fenêtres. La femme de Michel, Catherine, géra la situation avec un calme remarquable, fermant les stores et apportant plus de café. Hélène Moreau, la procureure de l'État, arriva à 9 heures avec 2 assistants et un agent de la police judiciaire. Ils réquisitionnèrent la salle à manger de Michel, étalant toutes les preuves que Pierre avait recueillies. Pendant 3 heures, ils examinèrent chaque document, posèrent des questions détaillées et prirent des déclarations officielles de toutes les personnes impliquées. Hélène avait la cinquantaine, les cheveux gris et le regard vif, avec l'assurance de quelqu'un qui avait poursuivi des criminels sérieux pendant des décennies. Elle étudia attentivement Pierre alors qu'il racontait la découverte du garage. Monsieur Duval. Je dois être clair sur quelque chose. Si cela va en procès, vous serez un témoin clé. La défense attaquera votre crédibilité, fouillera dans votre vie personnelle, essaiera de vous dépeindre comme quelqu'un ayant des arrière-pensées. Êtes-vous préparé à cela? Pierre pensa à son compte en banque vide, à ses années de deuil et de chômage, à ses relations tendues avec ses enfants. Je n'ai pas une vie parfaite, madame la procureure, mais je dis la vérité. Je vous crois, dit-elle. Et les preuves vous soutiennent. Mais les procès sont imprévisibles. Thomas Dubois a les ressources pour monter une défense sérieuse. Y aura-t-il des poursuites pénales? Demanda Antoine, contre Thomas Dubois. Cela dépend de ce que nous pouvons prouver qu'il savait et quand. Les emails suggèrent qu'il était au courant de la contamination et a choisi de ne pas la signaler.
C'est au minimum de la négligence criminelle, voire une conspiration pour dissimuler des crimes environnementaux. Hélène fit une pause. Quant à la mort de son père, Stéphane Dubois est décédé d'une crise cardiaque en 2017. Cause naturelle selon son certificat de décès. Mais la disparition de Louis Mercier est maintenant traitée comme un homicide potentiel. La police judiciaire enquêtera. L'agent, une femme nommée Karen Bryant, prit la parole. La lettre menaçante que M. Mercier a trouvée, datée d'un mois avant sa disparition, établit le mobile. Nous rouvrons l'affaire, examinant les associés de Stéphane Dubois de cette période. Quiconque aurait pu agir en son nom. Pierre ressentit un frisson. Louis avait peut-être été assassiné et il n'enquêtait que maintenant, 15 ans plus tard. À midi, Chloé arriva. Elle entra en trombe chez Michel, cherchant Pierre avec des yeux inquiets. Quand elle le repéra, elle se précipita et le serra fort dans ses bras. « Papa, ça va ? » ?»« Ça va, ma chérie. » Elle recula, étudiant son visage. « Tu as l'air épuisé. »« Je n'ai pas beaucoup dormi. » Chloé se tourna et aperçut Léo assis à la table de la cuisine. Frère et sœur se regardèrent un long moment, des années de distance et de déception entre eux. Puis Chloé traversa la pièce vers lui. « Léo, tu as l'air bien. »« Je vais bien. » Léo se leva, incertain. « Je suis sobre. » 9 mois. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes et elle serra son frère dans ses bras. « Je suis fier de toi. » En regardant ses enfants s'embrasser, Pierre sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, un nœud de chagrin et de regret qu'il portait depuis la mort de Monique. Sa famille était fracturée, mais peut-être pas irrémédiablement brisée. L'après-midi apporta d'autres développements. L'avocat de Thomas Dubois, Maître Bernard, tint une conférence de presse attaquant l'article de Judith comme du journalisme irresponsable basé sur des documents douteux. Mais son ton agressif semblait défensif et les journalistes le pressèrent de questions difficiles. Maître Bernard, la Drille a confirmé des niveaux de contamination dangereux à l'école primaire des Berges. Le sénateur Dubois conteste-t-il ces conclusions? La contamination, si elle existe, n'a rien à voir avec des événements d'il y a 40 ans. Les rapports environnementaux de 1980 identifient spécifiquement les mêmes contaminants maintenant trouvés à l'école. Comment expliquez-vous cela? Le sang-froid de Maître Bernard vacilla. Le sénateur Dubois n'avait aucune connaissance de problèmes environnementaux. Mais les emails montrent qu'il a été spécifiquement averti de la contamination de cette propriété en 2008. Dites-vous que ces emails sont fabriqués? La conférence de presse se transforma en cri. Maître Bernard y mit fin brusquement, se retirant au milieu d'une tempête de questions. Le soir, la pression publique montait. Les parents de l'école primaire des Berges avaient organisé une manifestation à la capitale régionale pour demander des comptes. Le bureau du gouverneur publia une déclaration promettant une enquête complète, et plusieurs des alliés politiques de Thomas Dubois commencèrent à prendre discrètement leur distance. Pierre s'assit à nouveau sur le porche de Michel au coucher du soleil, épuisé mais incapable de se reposer. Son téléphone vibra d'un SMS d'un numéro inconnu. « Monsieur Duval, ici Thomas Dubois. Nous devons parler en privé. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Pierre montra le message à Hélène Moreau qui était sur le point de partir. « Ne répondez pas, dit-elle immédiatement. Et ne le rencontrez certainement pas seul. Et s'il veut avouer, passer un accord? Alors il peut le faire par les voies appropriées avec des avocats présents. » L'expression d'Hélène était sévère. « Monsieur Duval, la famille de cet homme a peut-être tué Louis Mercier. Vous ne le rencontrerez pas seul en aucune circonstance. » Pierre hocha la tête, bien qu'une partie de lui soit curieuse de savoir ce que Thomas dirait. Ressentait-il des remords? Une quelconque culpabilité pour les enfants empoisonnés par la cupidité de sa famille? Cette nuit-là, Pierre sortit enfin quelque chose qu'il portait dans la poche de sa veste depuis des semaines, une lettre de Monique écrite dans ces derniers jours. Il avait eu trop peur de la lire, trop peur de la douleur qu'elle apporterait. Mais ce soir, ayant besoin de ses conseils, il déplia le papier usé. « Mon très cher Pierre », commençait-elle de son écriture tremblante. « Si tu lis ceci, je suis parti et tu as du mal. Je te connais. Tu penses à toutes les façons dont tu as échoué, à toutes les choses que tu aurais dû faire différemment. Arrête. » La vision de Pierre se brouilla de larmes. « Tu as toujours été le meilleur homme que j'ai connu. Fort,
Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu te soucies si profondément. C'est ta vraie force. Quoi qu'il arrive après mon départ, souviens-toi de ceci, tu comptes. Ta vie compte. Les choix que tu fais comptent. Pierre continua à lire la lettre de Monique à travers ses larmes. Ne laisse pas la peur te rendre petit. Je t'aimais parce que tu essayais toujours de faire ce qui était juste, même quand ça te coûtait. Continue d'être cet homme. Rends-moi fier. Amour toujours, Monique. Il plia soigneusement la lettre, la pressant contre sa poitrine. Elle l'avait si bien connu, savait exactement ce qu'il aurait besoin d'entendre. Ces mots lui donnèrent la force pour ce qui allait arriver. Le lendemain matin apporta le rapport complet de la drille. La contamination à l'école primaire des Berges était étendue et dangereuse. Les niveaux de plomb dépassaient les seuils de sécurité de 300% dans certaines zones. L'arsenic, les solvants industriels et les métaux lourds imprégnaient le sol. L'école devrait être démolie, le terrain entièrement dépollué, un processus qui prendrait des années et coûterait des millions. Hélène Moreau appela avec des nouvelles. Nous engageons des poursuites pénales contre Thomas Dubois. Complot en vue de dissimuler des dangers environnementaux, obstruction à la justice, intimidation de témoins. La police judiciaire est toujours en train de monter le dossier lié à la disparition de Louis Mercier, mais nous en avons assez pour avancer sur la dissimulation de la contamination. Quand ? Demanda Pierre. Cet après-midi. Il y aura une conférence de presse à 14 heures. J'aimerais que vous soyez là si vous êtes d'accord. Pierre accepta. C'était ce que Louis avait voulu. La vérité révélée. La justice rendue. Au bureau du procureur général de l'État, Pierre se tenait avec Léo, Chloé, Michel et Antoine alors qu'Hélène Moreau s'adressait à une salle bondée de journalistes et de caméras. Aujourd'hui, nous annonçons des poursuites pénales contre le sénateur de la région Thomas Dubois pour son rôle dans la dissimulation de la contamination environnementale sur ce qui est maintenant l'école primaire des Berges. Les preuves montrent que le sénateur Dubois était au courant des niveaux de contamination dangereux dès 2008, mais a pris des mesures délibérées pour empêcher leur divulgation, priorisant la réputation de sa famille sur la sécurité publique. La salle éclata de questions. Hélène leva la main pour demander le silence. De plus, la police judiciaire a rouvert l'enquête sur la disparition de Louis Mercier en 2010. De nouvelles preuves suggèrent que M. Mercier a peut-être été victime d'un acte criminel lié à sa connaissance de la dissimulation de la contamination. Plus de cris, de questions. Hélène désigna un journaliste. Le sénateur Dubois est-il en garde à vue ? Il s'est rendu aux autorités ce matin et a été libéré sous caution. Qu'en est-il des enfants qui ont été exposés ? Y aura-t-il une indemnisation ? Cela sera traité par des procédures civiles. Nos bureaux se concentrent sur l'affaire pénale. Après la conférence de presse, Pierre fut entouré de journalistes, des micros tendus vers son visage, des caméras capturant ses traits épuisés. Monsieur Duval, qu'est-ce que ça fait de faire tomber un sénateur de la région ? Il ne s'agit pas de faire tomber qui que ce soit, dit doucement Pierre. Il s'agit de protéger des enfants qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Que ferez-vous de la collection de voitures anciennes ? Pierre n'avait pas beaucoup pensé aux voitures dernièrement, absorbé par l'enquête. Je vendrai la plupart d'entre elles. J'en garderai une pour me souvenir de comment tout a commencé. Êtes-vous un héros, monsieur Duval ? La question le prit au dépourvu. Non, je suis juste quelqu'un qui a trouvé quelque chose et a fait ce qui devait être fait. Le vrai héros, c'est Louis Mercier. Il a mis tout ça en mouvement, sachant que ça pourrait lui coûter tout, et ça lui a probablement coûté. Ce soir-là, Thomas Dubois apparut à la télévision pour une interview soigneusement mise en scène. Il avait l'air hagard, son vernis habituel terni. J'ai fait des erreurs, admit-il, la voix lourde. Je savais qu'il y avait des questions sur cette propriété, et j'aurais dû pousser pour obtenir des réponses. Je protégeais l'héritage de mon père, et c'était une erreur. Des enfants ont été mis en danger à cause de mon silence. Je dois vivre avec ça. C'était une confession calculée, admettant assez pour paraître contrit sans accepter pleinement la responsabilité. L'intervieweur le pressa. Votre père a-t-il fait tuer Louis Mercier ? Absolument pas. Mon père était un homme d'affaires, pas un meurtrier. La disparition de M. Mercier est une tragédie, mais elle n'a rien à voir avec ma famille.
Alors où est-il? Thomas écarta les mains, impuissant. J'aimerais le savoir. Vraiment. Pierre éteignit la télévision, dégoûté. Thomas jouait toujours des jeux politiques, essayant de sauver quelque chose des décombres. Son téléphone sonna. Antoine. Pierre, j'ai été contacté par 3 maisons de vente aux enchères différentes. Elles veulent toutes gérer la vente de la collection de Louis. On pourrait organiser quelque chose pour le mois prochain. Obtenir le meilleur prix. D'accord, dit Pierre. Mais Antoine, je veux qu'une partie des bénéfices aille à un fonds de bourse pour les enfants de l'école primaire des Berges, pour les aider avec leur éducation et les frais médicaux liés à la contamination. C'est une bonne chose que tu fais, Pierre. Louis approuverait. Après avoir raccroché, Pierre se dirigea vers sa petite cuisine et regarda la photographie de Monique. Sa vie avait été transformée non seulement par l'argent, mais par un but retrouvé, une famille qui se reconnectait, par le fait de défendre quelque chose d'important. Je l'ai fait, dit-il à sa photo. J'ai fait ce qu'il fallait. J'espère t'avoir rendu fier. 3 jours plus tard, la police judiciaire fit une annonce qui choqua tout le monde. Les agents avaient interrogé l'ancien chauffeur de Stéphane Dubois, un homme nommé Karl Russo, qui avait maintenant 78 ans et vivait dans une maison de retraite. Après avoir vu la couverture médiatique, Russo avait contacté les autorités avec des informations qu'il avait gardées secrètes pendant 15 ans. En novembre 2010, il avait conduit Stéphane Dubois pour rencontrer Louis Mercier dans un endroit isolé, une carrière désaffectée à 20 km de la ville. Stéphane avait ordonné à Russo d'attendre dans la voiture. Russo avait entendu des voix s'élever, puis un seul coup de feu. Stéphane était revenu seul 15 minutes plus tard, visiblement secoué, et avait dit à Russo que s'il parlait un jour de cette nuit, sa famille en souffrirait. Terrifié, Russo s'était tu même après la mort de Stéphane. Mais voir les nouvelles sur les enfants contaminés, sur le courage de Pierre à se manifester, avait brisé son silence. « Je suis vieux », a dit Russo aux enquêteurs dans une déclaration enregistrée qui a fuité dans la presse. « Je suis mourant. Je ne peux pas emporter ce secret dans ma tombe en sachant que ces enfants sont malades parce que nous nous sommes tous tus. » M. Mercier a essayé de faire ce qu'il fallait, et Stéphane Dubois l'a tué pour ça. La révélation domina tous les cycles d'information. La police judiciaire lança une enquête complète, fouillant la carrière avec un radar à pénétration de sol. En 48 heures, ils trouvèrent des restes humains enterrés à 5 mètres sous la surface. Les dossiers dentaires confirmèrent qu'il s'agissait de Louis Mercier. Pierre regarda les reportages avec Léo et Chloé, ressentant une profonde tristesse. Louis avait eu raison d'avoir peur. Son courage lui avait tout coûté. Il est mort en essayant de protéger ses enfants, dit doucement Chloé. 15 ans avant même qu'il ne soit en danger. Il savait, dit Pierre. Il savait que ce terrain contaminé finirait par blesser quelqu'un. Il a essayé de l'arrêter et ils l'ont tué pour ça. La découverte du corps de Louis changea tout. Thomas Dubois fut de nouveau arrêté, cette fois accusé de complicité de meurtre après les faits. Les preuves montraient qu'il était au courant du crime de son père. Des emails et des SMS récupérés sur ses comptes personnels révélaient des conversations sur la gestion de la situation Mercier, et l'assurance que les confessions du vieil homme restent enterrées avec lui. L'image soigneusement construite d'ignorance de Thomas s'effondra. Sa démission du Sénat intervint quelques heures après son arrestation. Le procès se déroula rapidement, porté par un intérêt public écrasant. Pierre témoigna, décrivant comment il avait trouvé le garage, les preuves, l'appel désespéré de Louis pour que quelqu'un finisse ce qu'il avait commencé. À la barre des témoins, Pierre tenait le journal en cuir de Louis. Cet homme a passé 15 ans dans la peur, connaissant de terribles secrets, voulant faire ce qu'il fallait mais paralysé par la peur. Quand il a finalement trouvé son courage, ça l'a tué. Mais il s'est assuré que la vérité ne mourrait pas avec lui. Le jury délibéra pendant 6 heures. Thomas Dubois fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, complot en vue de dissimuler des crimes environnementaux, obstruction à la justice et complicité de meurtre après les faits. Sa peine, 18 ans de prison fédérale. Karl Russo, le chauffeur de Stéphane Dubois, reçut l'immunité pour son témoignage. Il mourut paisiblement dans son sommeil 3 semaines après la fin du procès. Le poids de son secret enfin levé. Pour Pierre, la fin du procès apporta un étrange vide. La mission était accomplie. La justice avait été rendue, mais Louis était toujours mort,
et 15 ans de sa vie avaient été volés par la cupidité et la violence. La vente aux enchères des voitures eut lieu au début du printemps. Antoine avait tout arrangé, attirant des collectionneurs sérieux de tout le pays. Un par un, les véhicules soigneusement conservés de Louis passèrent sous le marteau. La Plymouth Emi Cuda de 1970 se vendit pour 675 000 €. La Corvette Stingray de 1963 rapporta 420 000 €. Chaque vente provoqua des halètements dans la foule. Lorsque la Shelby GT 500 de 1967, la première voiture que Pierre avait découverte, fut mise aux enchères, Pierre prit une décision. Il plaça une enchère lui-même, la rachetant pour 380 000 €. Léo le regarda avec surprise. « Papa, pourquoi ?»« Parce que c'est là que tout a commencé, » dit simplement Pierre. « Cette voiture a changé ma vie. Elle mérite de rester. » Lorsque le dernier coup de marteau tomba, la part des bénéfices de Pierre s'élevait à un peu plus de 3 millions d'euros après les frais d'enchères et les impôts. C'était plus d'argent qu'il n'en avait gagné de toute sa vie de travail. Debout dans le garage maintenant vide où il avait fait sa première découverte, Pierre sentit la présence de Louis. Les voitures étaient parties, dispersées chez de nouveaux propriétaires qui les chériraient. Mais l'espace contenait encore des échos de l'homme solitaire qui avait construit cette collection, qui avait essayé d'expier ses erreurs, qui avait fait confiance à un étranger pour finir son travail. « J'ai tenu ma promesse, » dit Pierre à l'air vide. « Repose en paix, Louis. La vérité est sortie. Les enfants sont en sécurité. Tu peux te reposer maintenant. » 6 mois plus tard, Pierre se tenait dans son nouveau garage, regardant Léo travailler sur la Shelby GT 500. La voiture brillait sous les lumières, sa peinture bleu profond parfaite, le chrome étincelant. Léo était devenu compétent en restauration, son travail à l'atelier d'Antoine se transformant en une véritable carrière. « Passe-moi cette clé à douille, » dit Léo, sa voix étouffée sous le capot. Pierre la lui passa, content d'être simplement présent. Ces heures tranquilles à travailler ensemble étaient devenues leur rituel, une façon de reconstruire ce que l'addiction et le deuil avaient déchiré. « Comment tourne le moteur ?» demanda Pierre. « Comme un rêve. Cette voiture est un chef-d'œuvre. » Léo émergea, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Papa, j'ai réfléchi. Le mois prochain, c'est mon premier anniversaire de sobriété. Je veux faire quelque chose pour marquer le coup. À quoi pensais-tu ? Je veux emmener la Shelby à un salon de l'auto. Montrer aux gens ce que nous en avons fait. Ce que tu as fait de tout ça. » L'expression de Léo devint sérieuse. « Tu as changé beaucoup de vies, papa. Pas seulement la mienne. » Ses enfants à l'école, la mémoire de Louis, même Thomas Dubois d'une manière bizarre. Tu lui as donné une chance de faire face à ce que sa famille a fait. Pierre secoua la tête. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est ce qui rend la chose importante. Le nouveau pavillon que Pierre avait acheté était modeste. 3 chambres, un vrai garage dans une rue calme avec de bons voisins. Il avait remboursé toutes ses dettes, créé le fonds de bourse mémorial Louis Mercier avec un demi-million d'euros, et investi le reste de manière conservatrice. Il n'était pas riche selon les normes des millionnaires, mais il était en sécurité, à l'aise, libéré de la pauvreté désespérée qui avait défini ses dernières années. Chloé venait maintenant tous les mois, amenant ses petits-enfants. Ils jouaient dans le jardin pendant que Chloé et Pierre discutaient sur le porche, reconstruisant leur relation conversation par conversation. Elle s'était excusée pour sa distance après la mort de Monique, et Pierre s'était excusé de l'avoir exclue. Le pardon vint lentement, gagné par une présence constante. Michel passait encore la plupart des jours, et il jouait toujours aux échecs. Michel gagnait généralement, mais Pierre s'améliorait. Antoine était devenu un ami proche, s'arrêtant au garage pour consulter sur des projets de restauration ou simplement pour partager un café et des histoires. La situation de l'école primaire des Berges s'était résolue aussi bien que possible. L'école avait été démolie, le terrain subissant une dépollution extensive. Une nouvelle école était en construction à 3 km de là sur un terrain propre avec des installations de pointe financées en partie par le règlement de la succession de la famille Dubois. Les enfants exposés à la contamination recevaient un suivi médical et un traitement, toutes les dépenses étant couvertes. Les parents avaient envoyé des lettres à Pierre, des dizaines, le remerciant pour son courage. Certaines incluaient des photos de leurs enfants, en bonne santé et s'épanouissant maintenant que le danger était écarté. Pierre gardait ces lettres dans une boîte,
les lisant lorsque le doute s'insinuait quant à savoir si toute cette agitation en avait valu la peine. Un après-midi, Pierre reçut une visite. Une femme d'une 60aine d'années, bien habillée et nerveuse, frappa à sa porte. « Monsieur Duval, je m'appelle Patricia Mercier-Chêne. Je suis la nièce de Louis Mercier. » Pierre l'invita à entrer, lui offrant un café. Patricia expliqua qu'elle avait été brouillée avec son oncle pendant des années, le connaissant à peine, mais voir les reportages, apprendre l'existence de sa collection et son courage lui avait donné envie de mieux le comprendre. « J'ai toujours pensé que l'oncle Louis n'était qu'un homme étrange et reclus, dit-elle. Je ne savais pas qu'il portait ce fardeau, essayant de protéger les gens même après sa mort. » Pierre lui montra des photos de la collection de voitures, partagea quelques entrées du journal de Louis qui n'étaient pas des preuves au procès. Patricia pleura en lisant les mots de son oncle sur la solitude et le regret. « Ce n'était pas un homme mauvais, dit Pierre. Il a fait des erreurs, s'est retrouvé mêlé à quelque chose de terrible, mais il a passé le reste de sa vie à essayer de réparer les choses. Merci, dit Patricia, d'avoir honoré ses souhaits, d'avoir vu au-delà de ses défauts le bien qu'il essayait de faire. » Après son départ, Pierre s'assit dans son salon, la photographie de Monique sur la cheminée. La montre à gousset que Louis avait laissée dans la dernière voiture, gravée de « La vérité avant tout », était posée à côté. Pierre la portait parfois, sentant son poids, se souvenant du voyage qu'elle représentait. Son téléphone vibra, un SMS de Chloé. « Les enfants veulent savoir si papy peut leur apprendre les voitures ce week-end. » Pierre sourit en répondant « Absolument. Amène-les samedi matin. » Ce soir-là, au coucher du soleil, Pierre sortit dans le garage. La Shelby attendait, belle et puissante, un monument aux secondes chances. Il passa la main le long de son aile, se souvenant de ce premier moment où il avait retiré la bâche et découvert un trésor au-delà de l'imagination. Mais le vrai trésor n'avait pas été les voitures ou l'argent. C'était de retrouver un but, de renouer avec ses enfants, de défendre quelque chose d'important. C'était d'apprendre qu'à 61 ans, n'ayant plus rien à perdre, il avait encore quelque chose de précieux à donner. Pierre pensait souvent à Louis, à l'homme solitaire qui avait construit cette chasse au trésor élaborée, espérant que quelqu'un de digne la trouverait. Quelqu'un qui avait besoin d'espoir aussi désespérément que Louis avait eu besoin de rédemption. « Nous l'avons fait, » dit doucement Pierre à la mémoire de Louis. « Ta collection m'a sauvé, et ensemble nous avons sauvé ses enfants. C'est un héritage qui vaut la peine d'être laissé. » Il ferma le garage et retourna à son pavillon où la lumière brillait chaleureusement aux fenêtres. À l'intérieur, Léo préparait le dîner, une musique douce jouait. Une soirée simple dans une maison simple. Mais c'était un foyer. C'était la famille. C'était suffisant. Pierre avait appris que la vie pouvait changer en un instant. Pour le pire, comme lorsque Monique était morte et qu'il avait tout perdu, ou pour le meilleur, comme lorsqu'il avait tenté sa chance sur une propriété mystérieuse lors d'une vente aux enchères publiques. La clé était de rester ouvert aux possibilités, d'avoir le courage d'agir lorsque l'occasion se présentait, et de choisir de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. À 61 ans, Pierre Duval avait découvert qu'il comptait encore. Ses choix avaient encore du poids, sa vie avait encore un but. Et parfois, quand on a tout perdu et qu'on n'a plus rien à perdre, c'est exactement à ce moment-là qu'on trouve le courage de tout risquer pour ce qui est juste. Il toucha la montre à gousset dans sa poche, sentant son tic-tac régulier contre sa paume. La vérité avant tout, c'était un bon principe de vie, un bon héritage à laisser. Demain apporterait ses propres défis et joies. Mais ce soir, Pierre était en paix, entouré de sa famille, ancré dans un but, reconnaissant pour les secondes chances et les manières mystérieuses dont elles arrivent parfois. L'histoire d'un homme désespéré achetant un garage abandonné pour ses 100 derniers euros était devenue quelque chose de plus. Une histoire de rédemption, de courage, de justice et du pouvoir durable de faire ce qui est juste. C'était une histoire qui valait la peine d'être racontée, vécue, transmise. Et d'une certaine manière, ce n'était que le début.